Quel bonheur de vous retrouver. Excellente fin de journée. Bon printemps, enfin. Il fait un temps de deuxième tour des séries éliminatoires. Est-ce que c'est prémonitoire? On ne tardera pas à le savoir. Ça commence ce dimanche, 16h30. Nous prenons l'antenne avec l'avant-match. Suivra dès 17h45 l'intégrale du chapitre premier de cette série de premier tour entre le Canadien et le Lightning depuis Tampa Bay, où toute notre équipe sera réunie dans le bol, comme on dit dans le jargon, pour les matchs 1, 2, 5 et 7, si cette série doit aller à la limite. Les pronostiqueurs favorisent le Lightning. Ça devrait nous inquiéter. Par contre, personne parmi eux ne voit une courte série. Dans 48 heures, la rondelle va tomber. Nous serons en plein réchauffement d'avant-match. Ce sera excitant au possible. Les premières minutes vont être fertiles en émotions. Lequel des Jacob Dobeš va-t-on voir devant le filet? Quel sera l'enthousiasme du deuxième plus jeune groupe de joueurs de toute la Ligue nationale, ce qui inclut des vétérans comme celui-ci, Brendan Gallagher, qui, selon toute vraisemblance, ne sautera pas dans la mêlée pour ce match numéro 1. Tout de suite, dans la baie de Tampa, l'excellent Renaud Lavoie, déjà arrivé sur place pour ne rien manquer de ce qui se trame et se prépare. Renaud, comment ça va? Ça va bien, tu vois. Hein, on n'a pas le TVA Sport aujourd'hui, on a le TVA. Donc, c'est un privilège. Ah ben voilà. On a aujourd'hui d'avoir le TVA. Fantastique. Imagine. Bon, ben écoute... Chose qui arrive. Je préfère TVA à, je ne sais pas, moi, n'importe quel autre diffuseur, si tu veux mon avis. Ben oui. Attends. Je vais faire quelque chose d'incroyable. Pouf! LCN. Ben voilà. C'est un complet. Pensez. Pouf! Fantastique. Ben oui. On va avoir Exact. tout un duel de coach, Renaud, parce qu'on a quelque part... Oui. J'ai envie de dire, l'élève Martin Saint-Louis avait un maître qui était John Tortorella, mais le maître de la Ligue nationale, même s'il n'a, qui l'eût cru, qu'un seul trophée Jack Adams à son actif, ça demeure John Cooper, l'un des coachs les plus respectés dans le business. C'est fou. C'est quelqu'un qui est en pleine confiance présentement, Jean-Charles, pour être très, très honnête. Tu sais, aujourd'hui, à la blague... il est venu me voir en me disant « Mon Dieu, j'en reviens pas que tu es déjà ici. Oui, on en reparlera un peu plus tard pourquoi. » Mais en bout de ligne, je lui ai souligné que moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie parce que, évidemment, je connais très bien Vincent Lecavalier. Donc, être à Tampa, ça faisait partie de presque, si tu veux, de ma routine. Alors, j'ai dit à John, toi, t'étais pas là dans ce temps-là. Il dit « Oui. » Mais moi, j'y suis encore aujourd'hui, avec un beau gros sourire, en voulant dire, toi, t'es pas là, moi, je suis encore à Tampa. Et c'est parfait. Et oui, ça va être un duel, d'après moi, entre le maître et l'élève, Jean-Charles. Je pense qu'il n'y a aucune autre façon de le voir, OK? Je sais que Martin a été questionné là-dessus hier, sur justement cet affrontement avec John Cooper, contre John Cooper. N'a pas voulu, si tu veux, embarquer trop là-dedans. En attendant, il faut que son équipe trouve une façon, en bon français, on dit de matcher ce que fait le Lightning. Personnellement, je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça, mais j'ai aimé la réponse de Martin Saint-Louis ce matin à l'entraînement, puis on va écouter John Cooper par la suite. OK. Je te dirais la même chose que les autres lignes. Jouer la game qui est en avant des autres, prendre soin de la rondelle, faire des actions difficiles, amener la physicalité, gérer les games, comprendre qui est sur la glace l'autre bord. Tu sais, puis moi, j'ai jamais été dans une série en disant « J'espère juste que je vais être égal avec les autres bons joueurs. » Pas de même, ça marche. It's hard for me to sit here and predict what's going to happen in Montreal, but do they have a great core? Yes. Do they have a great coach? Yes. Is they management, ownership, top to the bottom? They've got everything that's set up to succeed, and a whole bunch of young, talented players that are just, coming up and finding themselves. So, is the path there? It is. They just have to do it. On est un petit peu loin du dernier match à Montréal, hein? Un petit peu moins cocky et Cooper. On sent que la guerre psychologique fait rage déjà dans cette série-là. J'aime beaucoup, par contre, que Martin se concentre sur son équipe
et non pas ce qui se passe de l'autre côté. Peu importe qui est en avant, il faut que tu crois que tu peux être meilleur, que tu peux faire mieux. Il faut que tu dictes ta propre game. Je sens Martin très en confiance également. Cooper l'est, t'as raison, mais Martin n'a pas l'air bien nerveux face au défi qui l'attend. Je trouve ça intéressant. C'est de bon augure, Renaud. Ben, je suis tellement d'accord avec toi parce que d'une manière ou d'une autre, là, s'il y a une chose qui est extraordinaire de Martin Saint-Louis, c'est qu'il, dans sa façon dont il parle, dans sa façon dont il agit, il donne confiance à tout le monde. Il a été le premier à dire, lorsqu'il est arrivé avec les Canadiens, si je n'ai pas la réponse, je vais la trouver, je vous le jure. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui se présente devant nous avec la réponse, dans le sens qu'il ne pense pas détenir la vérité, mais il y a une chose par contre, de la façon dont il s'exprime, de la façon dont il parle, tu peux pas ne pas vouloir aller à la guerre pour un gars comme lui. Et c'est un peu la même chose avec John Cooper. C'est difficile. Hey, il y a une raison pourquoi il est encore en poste aujourd'hui. Il a coaché Martin Saint-Louis, pensez-y, là. Il l'a coaché. Ben, il y a une raison pourquoi. Parce que il fait un job exceptionnel et les joueurs croient en lui. Il y avait des revenants à l'entraînement, Renaud? Oui, ben écoute, tellement content pour Nick Suzuki. On savait que sa conjointe allait donner naissance dans les prochains jours. C'est arrivé donc hier. Bravo, chapeau. Ça explique son absence à l'entraînement. Et je suis convaincu que sa famille Suzuki va vivre des très, très beaux moments dans les prochaines heures. Alors, encore une fois, chapeau et bravo. Kaiden Guhle, ça, j'étais content de le voir aussi, Jean-Charles. Pourquoi? Parce que je comprends ce que le Canadien fait avec lui. On veut s'assurer, justement, que sa blessure à l'aine, là, au bas du corps, appelez ça comme vous voulez, ne s'enflamme pas, parce que quand l'aine est enflammée, tu connais tu sais ce qui arrive. Mais je vais vous dire une chose, là. Ne vous inquiétez surtout pas, parce qu'il y a une chose dans la tête de Kaiden Guhle, puis il me l'a dit après le match face aux Islanders. Lui, là, si c'était juste de lui, là, il serait toujours dans la formation des Canadiens. Mais il doit accepter le fait, il doit accepter les recommandations des médecins de l'équipe et des soigneurs qui disent il faut quand même gérer ton temps sur la glace. Pourquoi? Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que Kaiden Guhle ne soit pas disponible pour un match en séries éliminatoires. Et vous connaissez parfaitement ce qui pourrait arriver si ça arrive. Alors, on prend les bons moyens pour s'assurer que Kaiden Guhle puisse jouer le prochain match 20 minutes au minimum, Jean-Charles. C'est un petit détail là, en terminant, mais la seule affaire qui m'inquiète, c'est qu'on l'utilise sur le flanc droit. Alors qu'il y a déjà une meurtrissure à l'aine, on lui impose de jouer du mauvais côté. C'est vraiment qu'on veut Mike Matheson dans son habitacle naturel à gauche, Renaud, parce que le pivot, le patin, la fluidité de Matheson est tellement supérieure à celle de Guhle, qui est pas pire pareil, mais Matheson, c'est un artiste sur deux lames. J'y pensais, moi, qu'il aurait été utilisé à droite, mais bon, c'est pas moi qui coach, hein, puis au moins Carrier est à droite de Hudson qui est à gauche. On n'a pas tout perdu. On s'en garde tantôt pour la mise en échec, Renaud? Oui, hey! Oui, on s'en garde tantôt. Imaginez-vous 2 heures d'entraînement pour le Lightning et il y a quelque chose de spécial qui s'est passé autour de 18h20. Ben out. Il y a juste John Cooper qui peut convier ses gars à une pratique de 2 heures, 48 heures avant qu'une série commence. Incroyable. Salut, Ren, à tantôt. Tout est dans tout. Ça se peut Salut. pas. Bye-bye. Salut. Ce week-end aura lieu, qui l'eût cru, à travers le début des séries éliminatoires de la Coupe Stanley à Las Vegas, WrestleMania. C'est le 42e. Je pensais qu'on avait passé à la cinquantaine. J'ai dû vérifier 2 fois. C'est bel et bien WrestleMania 42. Il y sera, bien sûr. Pat Laprade est avec nous. Comment ça va, Pat? Ça va très bien. Excellent. Quels sont les matchs à surveiller lors de ces 2 soirées, le nouveau classique de WrestleMania? On fait ça sur 2 jours. Ben absolument. Il y a les 2 finales, évidemment, qu'il faut parler, Jean-Charles. La finale du samedi, Cody Rhodes, qui va affronter Randy Orton. Bon, l'histoire de ce match-là, c'est est-ce que Randy Orton va pouvoir remporter son 15e championnat mondial en carrière? On le sait, John Cena est le leader maintenant. Hey, c'est fou. Quelle carrière? Carrière qui a commencé au début des années 2000, la vipère Randy Orton. Et là, ça fait beaucoup jaser ces temps-ci, parce que les images que vous voyez, ce sont celles de Pat McAfee.
On connaît Pat McAfee, l'ancien joueur de football qui a été commentateur à la WWE dans les dernières années. Il a le plus gros podcast à ESPN de sport. Et là, on l'a ramené pour être un personnage vilain à côté de Randy Orton. On le voit ici se tourner contre Cody Rhodes. Et ça, honnêtement, les commentaires des gens, là, ça a soulevé l'ire des partisans. On n'est pas content du choix. Mais en même temps, Jean-Charles, il y a une association avec ESPN maintenant. Les 2 premières heures, la première heure du samedi, la première heure du dimanche de WrestleMania seront en direct sur ESPN 2 samedi et sur ESPN dimanche. Tu vas chercher le plus gros animateur de podcast sur ta station. C'est tout à fait normal et parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en et ça fait énormément jaser Pat McAfee. Jelly Roll, qui, en principe, le chanteur, devrait être du côté de Cody Rhodes. Il y a toujours des célébrités à WrestleMania, faut pas être surpris de ça. Dans l'autre finale, dimanche, CM Punk va défendre son titre face à Roman Reigns. Est-ce que ce sera le retour au sommet de Roman Reigns à WrestleMania 42? Comment il va Punk, lui? Parce que je regarde l'allure, là, on dirait de plus en plus Biz de Loco Locast. Tu vois, j'avais jamais fait le lien, mais effectivement, je pense que Biz chante beaucoup mieux que CM Punk. Probablement, mais CM Punk, d'après moi, lutte beaucoup mieux que Biz. 100%. Et CM Punk, ben, ça va être un gros match. Est-ce que CM Punk va remporter, justement, va conserver son titre dans une deuxième finale en autant d'années, lui qui n'en avait jamais fait auparavant de finale de WrestleMania? Ça risque d'être un très, très, très gros match. Mais, Jean-Charles, le match qui m'allume le plus, c'est pas une des 2 finales. Ah? Brock Lesnar. Brock Lesnar dans le match qui t'allume le plus. Face à Oba Femi. Oui. Oba Femi, là, un gars du Nigeria, il vient d'arriver à Raw, 6 pieds 6, 310 livres. Regarde-le à côté de Brock. Parce que Lesnar n'est pas petit, là, mais regarde-moi brut à côté. Exactement. Il lui a fait un powerbomb, une bombe en puissance, Oba Femi. Ça a choqué tout le monde. Tout le monde a été surpris de ça. Ça a été, je ne sais pas si c'est ces images-là précisément qu'on va voir, mais pour vrai, Oba Femi est quelque chose. C'est un phénomène. Sa démarche vers le ring est rendue virale. Il a connecté très rapidement avec les amateurs. Et c'est le match poids lourd. Il sort de nulle part. Ben, il était à NXT. Il était à NXT avant. Il a connu une super belle run à NXT. À NXT. À NXT. Qui est 6 la shot. Qui est le club école. Il a été champion pendant 200 quelques journées. Ben, exactement. C'est son premier WrestleMania, Jean-Charles. Et pour vrai, c'est le plus gros match chez les poids lourds à WrestleMania depuis Hulk Hogan et le géant ferré à WrestleMania. WrestleMania 3. Oui. Fait que pour vrai, je m'attends à beaucoup de ce match-là. D'habitude, ça ne dure pas 10 minutes, Lesnar. Ça ne durera pas 10 minutes non plus. Ah, ça ne durera pas 10 minutes je suis convaincu que ça va durer moins que ça. Mais c'est un match qu'il ne faut pas manquer. On voulait tous voir les combats de Mike Tyson et de Ronda Rousey, même si ça se terminait rapidement. C'est sûr. Sami Zayn dans tout ça. Sami Zayn, notre Québécois qui va défendre le titre des États-Unis contre Trick Williams. Trick Williams, c'est la vedette montante à la WWE en ce moment et c'est pour ça qu'on le fait affronter Sami Zayn. Pourquoi? Sami a remporté le titre tout récemment à SmackDown parce qu'on voulait avoir un lutteur d'expérience qui était pour donner un excellent match à Trick Williams. Je m'attends à ce que Trick... façonner la légende de Williams, quoi? Ben pour question de lui donner un premier titre, puis qu'il y ait un bon match. On sait qu'en Sami, tu as un lutteur qui est très bon, qui est solide, qui va faire bien paraître Trick Williams. Mais on a pensé un année que Sami pourrait faire une des finales de WrestleMania. Mais la trajectoire a changé? Oui, la trajectoire a changé, puis je m'attends peut-être plus à ça l'année prochaine si on fait WrestleMania en Arabie Saoudite comme c'est prévu. On le sait, c'est la deuxième maison à Sami de ses origines syriennes. Donc, je m'attends à un excellent combat. Puis Sami Zayn, ça va être son 9e WrestleMania, Jean-Charles. Il n'y a pas un Québécois qui en a fait plus que lui à ce jour. Wow. Et on salue Kevin Owens. Quelle entrevue il m'a accordé cette semaine. Merci encore pour ça. Qui mord la poussière, lui, pour blessure, cette fameuse blessure au cou. J'ai été étonné du propos, là, parce qu'il ne sait vraiment pas si un jour il va être capable de lutter à nouveau. Hey, c'est quelque chose. Mais comme il disait, s'il fallait que ça se termine à Elimination Chamber contre Sami Zayn alors qu'on a upstagé tout le monde avec le meilleur combat de la soirée par puis il l'a dit de même. Oui. Au Canada, en plus, à Toronto. Quelle façon de sortir à Toronto. Ben oui. Non, ça serait une carrière phénoménale également, mais évidemment, on souhaite qu'il puisse revenir et vivre d'autres beaux moments à WrestleMania. Ben, c'est le prochain. De toute façon, c'est le prochain Pat Patterson. Arrêtez, là.
il faut que ce soit le scénariste en chef de la WWE. Mais ce gars-là connaît tellement ça. Ah, absolument. Il connaît toute la lutte. Il y a une compréhension de la lutte professionnelle comme peu de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Puis si tu veux rassembler puis plaire à tout le monde, on dirait qu'il sait comment. Tu sais, tu l'as ou tu l'as pas, là. 100%. Il y a ça dans lui. Triple H, là aussi, là. Mais avec un gars comme ça, je pense que les deux feraient une équipe extraordinaire. C'est incroyable qu'ils deviennent le poulain de Triple H, le prochain à former dans ce rôle-là. Pourquoi pas? C'est le nouveau Pat Patterson. Vous l'aurez su ici. Qu'est-ce qu'il y a avec ma préférée, tabarouette? J'ai failli commencer avec ça, mais je dis, Pat, c'est trop drôle. Garder une petite gêne. Charlotte Flair qui va être en équipe avec Alexa Bliss dans un match à 4 chemins par équipe pour déterminer les championnes par équipe. Bien évidemment, Lash Legend, Nia Jax qui sont championnes. Elle reliera avec Kyria, avec Bayley et les jumelles Bella. Par contre, il y a une blessure à Nikki Bella, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ce duo-là, mais Charlotte Flair sera dans ce match-là. Elle a été championne par équipe plus tôt dans l'année avec Alexa Bliss. On va tenter de retrouver les titres. Il y a plusieurs matchs féminins d'ailleurs à l'affiche, dont Jade Cargill et Rhea Ripley. Et si j'avais à y aller d'une surprise, j'y vais avec un wild card. On va voir Tom Brady à WrestleMania. Hein? Tom Brady a fait des trucs avec Logan Paul, des trucs promotionnels. Il a parlé contre la lutte, contre les lutteurs. Il a nargué le fait que c'était pas un vrai sport. Moi, je serais pas surpris. Il y a un combat avec Logan Paul qui va être sur ESPN en plus. Un des 2 combats sur ESPN. Moi, je serais pas surpris que Tom Brady soit comme par hasard première rangée puis qu'on le voit peut-être s'impliquer. Il est copropriétaire des Raiders de Las Vegas. Ça se passe au Allegiant Stadium, Jean-Charles. Oui, mais il est sous contrat à coût de centaines de millions avec la Fox. Ben oui, mais un petit coup d'avant-bras, là, un petit coup de poing là, à Logan Paul, puis ensuite une célébration. Juste une passe, mais ça a gueule. Ben, tu sais, ça un se ferait cigare, très mais bien. ça a gueule. Tu penses pas que ça ferait les manchettes ensuite à ESPN? Moi, je serais pas surpris. Vous l'aurez appris ici aussi. Bon, ben voilà, on en apprend des choses ici. Merci, Pat. Bon WrestleMania. Merci WrestleMania beaucoup. 42, tout le week-end à Las Vegas. Billet de saison à 18h tantôt. Je répète souvent que si on ne se permet pas de rêver, on est bien mieux d'abandonner. Ce soir, on va rêver grand ensemble, si vous le permettez, à l'aube du tournoi printanier impliquant le Canadien. Au retour de la pause, on s'en va à Winnipeg. C'était jour de pesée. Regardez-moi Charles Jourdain à 135. Il va être d'une humeur massacrante. Ben Baudouin nous en parle et Marinaro s'en vient dans 15. Alors, c'est le UFC Fight Night en direct de Winnipeg à notre antenne demain. Et Benoît Baudouin est sur place. Là où on dit que les nuits sont longues. Il n'y a plus de glace, c'est terminé. Saison des Jets, exit. On est à construire l'octogone et le décorum de cet amphithéâtre. C'était jour de pesée, Benoît. J'ai vu les images de Charles Jourdain. Il devait être d'une humeur massacrante. J'ai pas eu la chance de lui parler encore. On va lui parler dans quoi, 1 heure environ. Là, il va venir ici. Je pense qu'il va être de meilleure humeur ce soir que ce matin. Ça se passait autour de 9 heures. Comment ça fonctionne? Les combattants ont une fenêtre de 2 heures, là, heure locale, entre 9 h et 11 h pour se présenter sur le pèse-personne. Donc, à tour de rôle, on y va. Charles a réussi sa mission. 136 livres, c'était la limite qu'il devait atteindre. Il l'a fait. Pour la 3e fois quand même dans sa nouvelle catégorie. Mais comme tu dis, là, les images parlent d'elles-mêmes. Les yeux sont assez creux. Il y a déjà pas beaucoup de gras sur le corps, Charles Jourdain. Donc, imaginez cette déshydratation. C'est un processus assez intense, mais réussi. Demain, dans l'octogone, Jean-Charles, je m'attends à ce qu'il pèse entre 155 et 160 livres. Donc, une vingtaine de livres minimum qu'il va reprendre. Ça va être oui. Je vais confirmer avec lui tantôt, là, mais c'est du gros stock, comme on dit. Donc, réussi. Son adversaire aussi, Kyler Phillips. En fait, tout le monde a réussi la pesée. Mike Malott a eu besoin de la boîte, a dû enlever les sous-vêtements. C'était par précaution qu'il nous a dit. Il est arrivé avec le sourire. Il dit je pense que ma balance dans ma chambre avait été un petit peu mal ajustée. Donc, réussi également pour lui. Même chose pour Jasmine Jasevicius, Mandel Nalo, combattant montréalais. Donc, voilà, tout est en place. Le plus dur est fait. Maintenant, le fun, c'est de se battre demain dans la cage ici à Winnipeg. Je suis encore un peu assommé, là. Tu penses que Charles va prendre 25 livres en 24 heures? Entre 20, en minimum 20 livres, d'après moi. Oui, exact. Ah, bon, ça, c'est pas bon, ça. En 36 heures, disons. Non, faites pas ça à la maison, là. Faites pas ça à la maison. Non. Il y a juste moi qui est capable de prendre 20 livres en 36 heures, tu sais.
Moi, je suis un Non, naturel exact. là, quand il faut prendre du poids. On parle là. de processus assez intense et il peut y arriver des accidents assez graves. On l'a vu par le passé. Là, donc, heureusement, aujourd'hui, tout a bien été. Ouais. OK. Tu t'attends à quoi dans ce combat-là de Charles Jourdain là, contre, justement, l'Américain Kyler Phillips? Ça va être intéressant. D'après moi, ça va être un choc assez stratégique et méthodique le temps que ça va durer. Je m'explique. Kyler Phillips, sa plus grosse force, c'est probablement ses mouvements. Un gars qui bouge beaucoup dans l'octogone, un très, très bon jeu de pied. Difficile à toucher, en fait, et à cerner dans la cage. Donc, et Charles n'est pas du genre à se lancer comme une poule pas de tête non plus. Donc, va prendre son temps, va essayer de lui tendre des pièges. Et là où ça peut jouer, c'est la force de frappe. Parce que Phillips, par le passé, on l'a vu, lorsqu'il se fait toucher, c'est là qu'il devient un peu moins mobile et s'offre en cible un peu plus facile à toucher. Donc, Charles veut absolument devenir le premier à battre Phillips avant la limite. C'est un gars qui n'a jamais perdu avant la fin, quand même, Phillips. Donc, ça va être une lourde tâche. Charles est très, très, très confiant, on vous le dit. Je pense pas que c'est le plus gros adversaire qu'il a affronté, juste parce que Charles a affronté des gars à 145, 155 livres. Donc, juste au niveau du gabarit, Charles en a vu d'autres. Donc, on peut l'écouter là-dessus, là, sur les défis jusqu'ici qu'il a connus dans sa carrière à l'UFC, à l'aube de son 17e combat quand même. Là. Quand même. On m'a demandé c'est quoi être Canadien, puis j'ai dit je sais pas quoi dire. Ce que je peux vous dire, c'est quoi être Québécois. Puis je pense que toutes les fois que j'ai frappé un mur, mon espèce de sang québécois m'a invité à surpasser mes limites. Donc d'être là, d'être la version de ce que je suis aujourd'hui, je pense que j'ai été forgé dans un feu qui est très différent de celui que mes adversaires à 135 le sont. Donc j'ai combattu des gros gars à 145, 155. Donc d'être là à 135 livres contre ces gars-là, bring it, amenez-en. OK. Début également à l'UFC pour un autre Québécois, Julien Leblanc. Comment ça s'est passé? Exact. Comment ça va se passer dans ton œil aiguisé? Là? En fait, lui aussi, le pesé, il coupe un peu moins de poids que Charles, toute proportion gardée. C'est un 185 livres, donc pesé réussi également pour Julien, qui a hâte, lui, à faire ses débuts à l'UFC. C'est un beau cadeau du ciel, il veut juste en profiter. Ce combat-là, ça aussi, ça va être intéressant parce que Julien l'admet lui-même. C'est un gars qui commence ses combats un peu lentement d'habitude. Ça lui prend peut-être un round avant de se mettre, de se mettre en marche, alors que son adversaire, Robert Valentin, qui a plus d'expérience, lui, 8 de ses 10 victoires au premier round, c'est un gars qui va foncer. Donc Julien est prêt à ça demain. Il sait que Valentin, le Suisse, l'attend de pied ferme. Juste rester intelligent, mais c'est sûr de commencer fort. Puis je m'attends, il va venir à moi, je sais. Puis justement, il me sous-estime un peu. Il va essayer de faire le bully, comme on dit. Donc, je m'attends à 100% qu'il va commencer très fort, mais on va avoir une petite surprise pour lui. En rafale, les autres Canadiens, dont Mike Malott. En grande finale, 3e Canadien seulement dans l'histoire de l'UFC à être en finale d'un gala au Canada, après George qui l'a fait plusieurs fois, et Rory McDonald. Grosse opportunité. Je pense que c'est un gars en ascension contre un Gilbert Burns qui est un vétéran qui, lui, est en pente descendante. Et je suis pas mal sûr que Mike Malott va aller chercher une grosse victoire assez... je serais pas surpris que ce soit une victoire très, très, très convaincante pour vraiment s'implanter dans la division des 170 livres et faire du bruit. Jasmine Jasdevicius, canadienne ultra populaire, veut, elle, revenir de sa défaite contre Manon Fiorot. Elle s'est fait passer un KO, le premier de sa carrière du côté de Vancouver. Elle a beaucoup appris. Elle veut retrouver le chemin de la victoire contre Karine Silva. Et Mandel Nalo, regardez-le, un bon ami de Eman Zahabi. Il est sur la carte principale également. Un gars ultra talentueux, mais tout un défi devant lui. L'Anglais Jai Herbert. Demain sur nos ondes. OK, Ben, UFC Fight Night à Winnipeg demain. Excellent travail. Bonne soirée et à demain. Merci. Il y aura Tony Marinaro au retour. Jonathan Spiro, défenseur des Bruins, 14e de toute la Ligue nationale, avec un plus 30 chez les défenseurs. Extraordinaire. 26 ans seulement de Mascouche en entrevue tantôt. Renaud Lavoie, Philippe Boucher, Antoine Roussel et bien d'autres. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, ho, bello! Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Commence dimanche enfin. Ça n'a pas très bien été dans le match numéro 1 il y a un an de ça entre le Canadien et les Caps de Washington. Ne pas répéter l'erreur d'il y a un an. Les choses du passé. Voilà. Et ça, mon chum, c'est une autre expérience dans une autre vie. Exactement. On va de l'avant, on regarde l'avant. Exactement. Cette équipe-là, ils vont encore faire face à l'adversité. Puis même s'ils vont dire qu'ils sont habitués puis ils ne vont pas être nerveux, ils vont être nerveux. C'est encore la plus jeune équipe de la Ligue nationale. T'as vu Caulfield s'est fait brasser, comme t'as vu Lane Hudson s'est fait brasser. On voit les images, là. Même les vétérans se sont fait brasser. T'aimes pas du papier sablé, mais ils brassent pas comme Washington. Ils Non. sont pas le type de matamor qui frappe pour tuer comme les Caps. Ils ont pas de Tom Wilson.
Washington, ils se sont dit, si on brasse les Canadiens, puis si on timide les Canadiens, on va battre les Canadiens. Ouais. Tampa ont beaucoup de talent puis beaucoup de profondeur. Ouais. Eux autres, ils se disent, oui, c'est un élément qu'on peut utiliser si jamais les choses ne marchent pas pour nous. Mais si jamais leur talent va ressortir, ils vont essayer de battre le Canadien aussi en jouant au hockey, même s'ils savent que les Canadiens sont très, très bons. Ben moi, j'aimerais beaucoup que Tampa aborde cette série-là dans le même état d'esprit que Washington il y a 1 an. Ouais. Parce que ça confère un avantage aux Canadiens. Check. Si je suis Tampa, là, je dis, les gars, on a un deuxième trio de Cirelli avec Hagel puis Genzel. Le Canadien, là, il y a juste Demidov sur le deuxième trio. Là. Faut être honnête, là, Newhook puis Texier, c'est un expériment sur le deuxième trio. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas répondre à l'appel. Ils peuvent répondre à l'appel. Ouais, mais voilà, s'ils jouent leur meilleur hockey. Si. De là, Tampa, ils vont le faire. De là tellement l'importance d'avoir un gars comme Bolduc sur le deuxième trio à la place de Texier. Ouais. Puis de laisser un gars comme Veleno dans l'alignement parce qu'il est capable d'appliquer de la pression, d'appliquer des mises en échec, de répondre davantage qu'Alex Texier. Tu comprends? Déjà, là, on a Struble et Jacky comme troisième paire de défense. C'est l'aventure, mais c'est une aventure qui, au moins, va nous apporter quelques bienfaits au niveau de la robustesse. Tu sais que hier, j'ai fait un petit exercice à mon podcast, puis dans le session, il y a un genre de statistique de carte de hockey, statistique avancée après tous les matchs. Il y a 4 catégories au niveau chapitre offensif, 4 catégories au niveau chapitre défensif. Ouais. En fin de compte, il y a une formule qui est égale pour les chapitres offensifs, pour les chapitres défensifs, puis à la fin du match, tu as un bulletin, tu as un score. Ouais. OK? Le score le plus élevé au total, ça a été sans surprise Nick Suzuki cette saison. Le joueur des Canadiens qui a eu le meilleur score pour le plus de matchs, ou c'était le gars avec le premier pointeur des Canadiens pour le plus de matchs, c'est Lane Hutson avec 18 matchs. Caulfield 10, Suzuki 9 matchs. Là où est-ce que je vais arriver, c'est que Zach Bolduc, son bulletin au niveau du cumulatif, son score cumulatif, c'était le 5e attaquant des Canadiens. Donc, il y avait Suzuki, il y avait Caulfield, il y avait Slavkovski, il y avait Demidov, puis 5e, il y avait Bolduc. Pas Kapanen, pas Newhook, pas Evans, il y avait Bolduc. Et là, tu comprends pourquoi j'en parle, puis je défends le Québécois puis le gars de chez nous depuis le début de la saison. As-tu vu, mes yeux m'ont pas trompé. On est au Québec 7. Québec 7. Let's go, Zach! Mais quel bandit. Non, mais j'étais agréablement surpris de voir ça. Mais c'est pas étonnant parce que quand on prend la peine de regarder les matchs qui devraient être un minimum requis, là, mais toi, tu dois être en onde quelque part à cette heure-là. Mais quand on prend la peine de regarder les matchs, ça crève les yeux. Ce que tu as lu, là, c'est ce qu'on voit sous nos yeux. Quand tu regardes la game, Bolduc joue du très, très bon hockey, très efficace pour cette équipe-là. Oui, il remplit pas le filet. C'est-à-dire, non, il remplit pas le filet, mais regardez avec qui il joue. On l'a fait jouer avec Evans toute la saison, ou à peu près. Puis là, on lui donne Kapanen, qui est plus capable de produire offensivement. Ça vous tente pas d'y donner le break avec Newhook et Demidov pour avoir un top 6 qui a de l'allure? Voyons donc. À ce moment-là, tu as 2 intrus dans tes 6 premiers attaquants. Okay. Puis je me répète, là, peut-être que Martin dit « Je veux pas avoir Texier sur une 3 ». Sors-les du line-up, il met Joseph Veleno, puis il m'a dit plus que ça. Si tu veux absolument avoir Doc, mets-le sur la carte parce que la place de Josh Anderson, c'est avec Kapanen puis Veleno sur un 3e trio. Ceci étant dit... Es-tu capable de me dire que Doc est meilleur qu'Anderson actuellement? Mais il n'y a personne qui pense ça. Ben alors, pourquoi? Pourquoi Doc se ramasse sur une 3 et Anderson sur une 4? Oublie que c'est un 3 parce que ça se peut que le 3 soit un 4. Je suis tanné des numéros parce que quand ça fait dans ta affaire, il y a des numéros. Non, mais c'est toi qui as donné les numéros. C'est pas moi qui ai donné les numéros. Il y a des numéros, c'est une 4. Le trio de confiance... tu joues avec Dano et Evans, tu joues pas sur une 3. Mais le trio de confiance pour Martin Saint-Louis, le trio de Dano, Evans, Anderson, là, ils vont peut-être contrer le trio de Kucherov. Ben, pas peut-être. Il faut. OK, maintenant. Il le faut. OK, si moi, je suis John Cooper... Moi, j'ai parlé avec un chroniqueur de Tampa aujourd'hui. Ouais. OK? Je voulais avoir des informations. Je voulais voir si Victor Edmond était sur la glace. Je voulais voir qu'est-ce que lui entendait, qu'est-ce que les autres pensent du Canadien. Je parlais, poser quelques questions sur leurs joueurs. Et lui, il m'a dit, écoute, peut-être que le Canadien veut jouer force contre la force, peut-être.
Mais il m'a dit, je peux te dire, là, eux autres, le Lightning, ils vont mettre Yanni Gourde puis Nick Paul contre le trio de Suzuki. Parfait. Parfait, OK. Bon Là- match-up. Bon match-up s'ils font ça. Quelle erreur. Je pense que Cooper est trop brillant pour faire une affaire de même. Lui, il me dit que ce trio-là, ils ont été colossales cette saison contre McDavid, McKinnon et compagnie. Parfait. Maintenant, ça veut dire que, fort probablement, ils vont mettre le trio de Cirelli. Tu sais que tu as nommé 2 gars qui ont pogné 2 fois chaque seulement cette année. Là. Oui, oui. On parle d'un 4 de 7. Non, non, je comprends, là. Manque de sérieux. OK. Pas Mais pareil, pense. Cirelli va jouer contre qui? Logiquement, Cirelli devrait jouer contre le trio de Nick Suzuki. OK. Logiquement, Donc, moi, Kucherov c'est ce que va jouer j'essaierais contre de qui? matcher. Là où est-ce que je veux arriver, c'est que peut-être Bolduc, dans ça peut-être, on va l'appeler sa malchance de jouer avec Kapanen puis Doc, peut-être il pourrait affronter les joueurs plus faibles Un de match-up. Tampa. Ouais. Ça pourrait être un match-up très favorable pour lui. Puis moi, je te dis, là, nous, on rit. Il y a un de ces joueurs-là, peut-être les deux, peut-être Bolduc et Doc, qui vont marquer un but important dans cette série-là. On s'en souvient de Dale Weiss, Ouais. là, quand il a marqué le but de la victoire. Ben Puis ouais. Marc Bergevin a sorti sa danse, là. Ah oui. Ah, on s'en souvient. C'était pas celle-là. Mais on se rappelle la danse de Bergevin, puis on se rappelle du duo Dale Louise Ouais. pour ce fameux but de Weiss. Tabaslac, le 22. Ah là là. Non, mais- T'as vu ce que Cooper a dit au sujet de Corey Perry aujourd'hui? Non, j'ai pas vu ça. Sensationnel. Je sais Ah oui? pas, je vous prends les pieds plans en régie. Là, Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez. Ouais. Mais si vous l'avez, on va finir avec ça. Je veux que tu entendes ça en te fermant les yeux et en imaginant que c'est Martin Saint-Louis qui parle de Brandon Gallagher. Écoute bien ça. Corey, it's like having, the player coach on the bench. He's so wise and witty. I'll put it that he's entertaining out there, but he, you know what he is? He pulls a team into the fight. That's what he does, and he navigates his way around there. He may not be the most fleet of foot, out there, but he sure has an ability to distract teams and just be a pain in the ass, and that's what we love about him. And still has a knack around the net. He knows at the big times when to get make those big plays, and so we're definitely glad we have him. 13 OK. ans dans la ligue, ce coach-là. On dit que c'est le OK. meilleur coach en business. Lui, il OK. pogne un gars de 38, puis malgré qu'il est balancé et profond, Ouais. qui est au moins aussi fort que le Canadien en attaque, il peut pas se passer de Corey Perry, mais nous, on peut Ouais. se passer de Brandon Mais Gallagher. à ce stade- Comprends-moi bien. Là. Ouais, je comprends. À ce stade-ci de leur carrière respective. Pas pour ce qu'ils ont fait avant. Ce qu'ils ont fait avant, OK. Gallagher a de la misère à se pencher pour attacher les patins de Perry, on est d'accord. Il y en a un qui s'en va au Temple de la Renommée, puis l'autre qui s'en va à Brassard. Mais quand même, à ce stade-ci, ce commentaire-là, Ouais. je l'imagine très bien dans la bouche de Martin Saint-Louis en parlant de Brandon Gallagher. OK. À ce stade-ci de sa carrière, moi, je suis pas convaincu que Corey Perry va apporter beaucoup de choses au Lightning. On va suivre. voir. On va voir dans À cette suivre. série-là. À suivre. Mais ça se peut que le fait, oui, il est expérimenté. Puis oui, ils vont le mettre en avantage numérique sur la deuxième unité. Puis oui, il va essayer de brasser la cage des joueurs des Canadiens. Mais si Corey Perry est sur la glace, là, le Canadien va avoir un pique-nique. Là, parce Canadien qu'il est en là, sept? ça se fait pas. Canadien en Canadien en 7. Puis si jamais il perd en 7, Canadien en 9, mon chum. Qui gagne la coupe? Je vais y aller avec le choix facile. Je vais y aller avec Colorado à cause qu'ils vont manger Los Angeles. Contre qui? Contre le Canadien. Oh, wow! Jean-Nicolas Blanchette, Stéphane Auger au retour. Restez là. Pendant 15 ans, il était arbitre de la Ligue nationale. On le rejoint à la Coupe Chevrolet Championnat provincial de hockey sur glace. Président de Hockey Québec, Stéphane Auger est avec nous. Comment ça va, Steph? Ça va bien, toi? Excellent. Le week-end se déroule bien? Ça se déroule bien. C'est le fun de voir les jeunes qui ont du plaisir à jouer au hockey. Là, on fait le tour des arénas. Puis, c'est très fun. C'est gratifiant. C'est gratifiant à voir. Fantastique. Tu as vécu toutes sortes de situations dans ta carrière d'arbitre dans la Ligue nationale, Stéphane. On voit des rivalités de plus en plus. La formule Gary Bettman, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, provoque des duels avec de grands rivaux dès le premier tour des séries éliminatoires. Comme arbitre, comment on se préparait quand on savait qu'on s'en allait au milieu d'une guerre fratricide entre deux clubs qui s'aiment pas? Ben, la première ronde, c'est toujours la plus difficile à arbitrer.
je te dirais, les 4-5 premiers matchs, là, les joueurs vont faire tout ce qu'ils peuvent pour aller gagner chaque pouce de territoire là, sur l'autre équipe. Fait qu'il faut être prêt. Comment ça fonctionne, évidemment? Bon, les arbitres ont reçu un courriel ce matin qui vient de la Ligue nationale leur signifiant qu'ils étaient sélectionnés ou non pour les séries. Ils ont eu des appels conférences toute la journée. Là. Après ça, il faut que tu planifies tes voyages. Et puis, ben là, tu as tes 4-5 premières parties de cédulées. Et puis, ben là, tu as un partenaire. Souvent, en série, ils vont mettre les partenaires ensemble. Puis là, ben, tu pars sur la route. Puis là, ben, tu te prépares là, pour les matchs à venir. Fait que, tu sais, je vais te donner un exemple. C'est Montréal-Tampa, il y a une rivalité naturelle. Mais tu sais, Pittsburgh-Philly, ça fait des années qu'ils se rencontrent en série. La bataille de la Pennsylvanie, c'est toujours difficile à arbitrer. Même chose en Californie, les différentes séries. Fait qu'on se prépare comme ça. Puis il y a un superviseur de série qui est là avec toi, qui accompagne toute la série, puis qui fait une préparation avec les arbitres là, avant chaque match pour la série laquelle tu vas travailler. Quand tu t'en vas, là, mettons, à Tampa, pour le premier match Canadien Lightning, tu es très au fait qu'il y a eu plus de 125 minutes de pénalité dans le dernier match entre les deux clubs. Donnes-tu un warning aux gars avant que le match commence? Non, les gars, c'est des professionnels. Puis, tu sais, tu t'en vas là, ça reste que le hockey, c'est un spectacle. On sait très bien qu'il va y avoir une rivalité, ça va être difficile. Tu sais, dans mon temps, il y avait moins de nouvelles en continu, d'images disponibles de médias sociaux. Aujourd'hui, les arbitres voient tout ce qui se passe. Honnêtement, avec tout ce qui se passe sur ton téléphone intelligent, ils sont capables de voir ce qui se passe dans la Ligue. Nous autres, dans le temps, on avait un travail de recherche à faire un peu plus, puis on parlait aux gens avec qui avaient travaillé un petit peu avant nous autres. Ça me vieillit un peu, là. Mais bon, en même temps, c'est comme ça que ça se passait. Fait que tu les laisses aller, mais en même temps, tu sais, c'est certain quand que tu peux passer un message en partant le match. Tu sais, là, ce qui va arriver en série, c'est pas compliqué. Les joueurs vont aller sur les gardiens de but. Ils vont s'assurer de déranger le gardien de but au maximum. Après le sifflet, là, ce qu'on va voir, c'est que les joueurs vont essayer de déranger l'adversaire. Quand ils te donnent l'occasion de prendre une pénalité, souvent, il faut que tu passes ton message tôt pour que les joueurs s'ajustent. Puis, comme je te dirais, en série, des fois, c'est tellement serré que tu peux pas donner... tu sais, Canadiens puis Tampa, ils ont deux avantages numériques assez puissants. Fait que, ben, en même temps, il faut que tu t'assures que tu prennes pas trop de pénalité dans un match. Fait que comme arbitre, tu es au courant de ça. Il faut que tu prennes l'occasion quand ils te la donnent, tu la saisisses puis tu passes ton message. Comment tu vois cette série-là, Canadien Lightning? Ah, ça va être le fun. Ça va être le fun. Mais tu sais, comme je te dis, Canadien Lightning, mais toutes les séries sont fun en première ronde. Tu sais, il y a une rivalité qui s'est installée au fil du temps. Tu sais, peu importe si les gens aiment la formule des séries ou non. Montréal-Tampa au fil du temps, puis on a vu le dernier match. Je pense qu'il y a des équipes qui s'équivalent pas mal. Le Canadien n'a pas peur de Tampa et vice-versa. Fait que ça va être une série serrée, ça va être une série physique, mais c'est deux clubs aussi qui peuvent jouer au hockey. Fait qu'on va peut-être voir un petit peu là, de brasse camarades peut-être dans les premiers matchs, puis après ça, ils vont s'ajuster, puis ça va jouer de l'excellent hockey. On a-tu pas mal de nos Québécois qui travaillent au premier tour, Stéphane? Es-tu au courant un peu? Ou? Oui, il y a pas mal de Québécois. Là, j'ai pas vu la liste. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui qui m'a donné quelques noms. Là. Mais il y a le Québec est très bien représenté dans la Ligue nationale, mais aussi au niveau des séries éliminatoires. Fait que vous allez voir des gars d'ici travailler des matchs de série. Puis c'est toujours le fun à voir là, parce que les gars du Québec font de l'excellent travail dans la Ligue nationale. Tant mieux, formidable. Bonne Coupe Chevrolet, Stéphane Auger. Merci infiniment. Et on se souhaite de bonnes séries éliminatoires, Steph. Merci, bonne série à tous. Salut. Bye. On s'en va au columniste Jean-Nicolas Blanchette maintenant, qui, je pense, va voyager vers Tampa Bay ou non? T'en vas-tu à Tampa, finalement? Non, je ne vais pas. Non, je vais pas. Je vais peut-être y aller plus tard, mais non, pas encore. J'ai pas encore eu ce droit-là. Désolé. Alors, c'est le temps de la reddition de comptes pour les experts hockey, mon cher Jean-Nic, parce qu'ils sont plusieurs à faire des prédictions, évidemment, mais peu nombreux à faire des analyses à reculons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, Personne chante de Michael Jackson dans les karaokés? Premièrement, tu vas être content que je sois pas à Tampa pour pouvoir avoir fait ce que je vais faire à la fin de ce segment-là. Alors, j'en dis pas plus, ça va être à la fin de ce segment-là. Ce que j'ai fait, c'est que... OK, premièrement, demain, on publie le cahier des séries dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. 32 pages. On décortique tout ça. On a Danny Dubé qui nous parle avec la victoire. C'est toujours du bonbon. Ça part comme des petits pains chauds dans les kiosques. Mais on a aussi les fameuses prédictions. Avez-vous reçu mon texte? Oui, c'est correct, Jean-Charles. Okay, tout est beau. Tout est parfait. On m'avait fait une demande spéciale. Je le sais. Je ne brûlerai pas le poil avec ça, mais on m'a regardé cette édition-là. Je le sais. Je suis vraiment fier de toi, Jean-Charles.
Jean-Charles, bravo. Et on fait évidemment nos prédictions. Les prédictions, c'est le fun de les faire, hein, puis, tu sais, on est fiers, on est des experts et tout, mais on a l'air fou, hein, puis on est capable d'avoir l'air fou, puis au début de l'année, on avait fait des prédictions pour la saison. Puis j'ai ressorti un peu à quoi ça pouvait ressembler. 30 experts de TVA Sport ou Le Journal, oui. là, donc je veux juste faire rapidement quelques statistiques qui démontrent comment c'est difficile de faire des prévisions dans le sport, puis que si on était si bon que ça, mais comme j'ai écrit ce matin, mon sous-sol, ça serait pas juste du succo. Alors, dans les... si on a, pour deviner les 16 équipes qui allaient se qualifier en série, les 30 experts, il n'y en a pas un qui a fait mieux que 11 sur 16. Puis ça commence de 7. Donc 7 à 11. Je pense que tu avais 10, j'avais 10. Donc c'est pas super. Personne plus que 11. Qui a fait 11, là? Je pense que le 11 revient à... Je pense que c'est LP. Mais LP Neveu? Oui, je pense que c'est LP. En cas de doute, on dit que c'est LP. OK? Recrue de l'année. 28 sur 30 ont mis, évidemment, Yvan Demidov. Ouais. Joe Bernier a mis Mathieu Schaeffer. Ben oui. Et il y a quelqu'un, je ne sais pas si tu connais, Mathieu Bédard, oui. qui est le recherchiste de cette émission-ci, oui. qui avait dit Ziv Bayem, en passant. Je veux juste dire ça. Le trophée Vézina, OK? Oui. Évidemment, ça va changer. Ça va être soit Vasilevski, soit Sorokin. Il y a 8 personnes sur 30 qui avaient Vasilevski. Il y en a 0 qui avaient Sorokin. Ah oui, évidemment. Il y a un gars qui avait Anthony Stolarz. Je ne dirais pas c'est qui. Ben, si c'est encore Bédard, là, il est vraiment dans le trouble. Non, la personne, son prénom, ça ressemble au prénom d'un chanteur qui chante Et le Mistral gagnant. Tu. Ouais, les bobos. Tu sais, en tout cas, ceux qui savent. Alors, ceux qui savent, on parle de Renault, là. Maurice Richard à Nathan McKinnon, 0. Le Norris, 1 personne sur 30 avait Zach Werenski et Elisabeth Rancourt. Et le meilleur buteur du Canadien, 29 sur 30 avait Cole Caulfield, sauf Mathieu Bédard qui l'avait pas. On salue Mathieu. Et il a donné à qui, Mathieu? Il l'a donné à Nick Suzuki. Mon point là-dedans, Jean-Charles, c'est que les prédictions, là, si moi j'ai prédit t'es pas en 7, ça veut pas dire nécessairement que ça va arriver, puis qu'il faut être triste, il faut s'inquiéter. Profitez-en, fans du Canadien, puis essayez pas de penser à il y a ci, il y a ça. Profitez, vous méritez ce moment-là. Puis c'est tellement n'importe quoi les prédictions que j'ai décidé d'aller voir quelqu'un de spécial qui fait une rare sortie publique pour commenter, faire sa prédiction. Si on peut lancer cet extrait-là. OK. Donc, une rare sortie publique, médiatique pour Badaboum. Monsieur Boum, j'aimerais savoir, selon vous, est-ce que le Canadien va battre le Lightning? Est-ce que le Lightning va gagner? En combien? En 3 matchs. En 3 matchs. Mais, Monsieur Boum, en même temps, les Canadiens, c'est quand même impressionnant. Cette année, il faut le reconnaître. 50 buts, 100 points de Nick Suzuki. Vous n'avez pas embarqué dans la fièvre? Donc, Monsieur Daboum, ce qu'il explique, c'est que il faut quand même pas oublier que les Nordiques, en seulement 15 années d'existence, ont eu plus de marqueurs de 100 points que le Canadien dans toute son histoire. C'est 14 à 11. Donc, je pense que c'est important pour Badaboum de le souligner. Alors, merci beaucoup pour votre rare sortie. C'est très apprécié. Hey, c'est-tu du journalisme de ça a pris terrain, 35 ans connaître le prénom et le nom de famille de Badaboum. Ça, tu l'as renommé Daboum en cours de route. Un peu d'improvisation. Je ne sais pas à quoi tu as pensé de faire ça devant une tête de vache en arrière. Badaboum son pas, il a fallu rester dans sa cachette. Là. Ben oui, alors, mais là... ça a été très difficile de... Oui, je le sais. Alors, mais bonne série tout le monde, comme je dis. Les enfants qui écoutent à cette heure-là, tu sais. Oui, je le sais, mais... Oui, je comprends. Je m'excuse. J'apprends sur le tas, là, tu sais. C'est rare qu'on a à apprendre à faire une entrevue avec une mascotte, là. Mais moi, après-midi, Jean-Charles, je suis parti de TVA avec un micro, puis j'ai dit, OK, je m'en vais interviewer Badaboum. C'est ça qui est le plus indécent, c'est que ces heures-là, aujourd'hui, là, ont été rémunérées. Oui. C'est spectaculaire. Exactement. Oui, c'est ça. OK. Alors, bonne série. T'as-tu vraiment pris Tampa en 7? J'ai pris Tampa en 7 à cause de Noah Dobson, malheureusement. Pourquoi ça me rassure? C'est parfait. Alors, Canadien va gagner. Oui. Ben, en 7, ça peut être d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est pas grave si j'ai dit ça, là. On va s'amuser quand même. Parfait.
Profitez-en. Salut, de mon bonne ami. série. Salut, Jean-Charles. Bye. Jonathan Spiro, défenseur des Bruins. Quelle saison il a connue dans les circonstances. Il joue en série contre les Sabres demain à Buffalo, match numéro 1 à notre antenne. On finit le show avec lui. Le coach André Tourigny, également en série, est avec nous au retour, tout comme Anthony Martineau et le billet de saison. Tous les matchs de toutes les séries éliminatoires de la Ligue nationale sont regardés ici à TVA Sport et TVA Sport 2. Il est déjà en Caroline où les Hurricanes amorcent leur série de premier tour contre les surprenants Sénateurs d'Ottawa. Match numéro 1 demain, avant-match de 14h30. Anthony Martineau, comment ça va, Tony? Ça va très bien, merci. Alors, depuis Raleigh en prévision de cette série, un clash entre deux équipes au style complètement différent. Je pense qu'on peut s'attendre à une collision dans cette série. Oh que oui, et pas à peu près, parce que c'est littéralement, JC, l'attaque contre la défense. D'un côté, les Hurricanes, l'équipe qui génère le plus de tirs en tout genre, en passant là, à travers toute la Ligue nationale de hockey. Tir à bas risque, tir à risque modéré et tir dangereux. Autrement dit, on tire de partout. Et c'est une direction de l'entraîneur Rod Brindamour en passant. Hein. On veut tirer peu importe où on se trouve en zone offensive. C'est comme ça en Caroline. Mais de l'autre, les Sénateurs d'Ottawa, l'équipe qui accorde le moins de chances de marquer dangereuse à l'ennemi à travers tout le circuit, toute la Ligue nationale de hockey au grand complet. Alors, qui l'emportera? C'est vraiment deux équipes différentes. Il y a au niveau des gardiens que ça se ressemble. Par contre, on a des gars qui ont des moyennes et des taux d'efficacité très similaires. Toutefois pas qui va garder les buts du côté des Hurricanes encore à ce moment-là. Frederick Anderson ou Brendan Bossy qui sont les deux candidats du côté des Canes. On sait que c'est Ullmark du côté des Sénateurs qui débutera. Mais c'est très difficile à ce stade-ci, JC, de savoir qui en sortira gagnant. On sait que les Hurricanes n'ont pas été très convaincants dans les séries éliminatoires historiquement. Les Sénateurs, eux, ont une jeune équipe. Pour plusieurs, ce sera une deuxième expérience seulement en éliminatoire après l'an passé contre les Leafs. Alors, ça se jouera sur pas grand-chose, j'ai envie de dire. Intéressant. Robustesse, donc, à l'avant-plan dans cette série. Avantage sénateur autant que devant le filet, parce que ni Anderson, qui devrait être le titulaire là, parce que c'est le vétéran, ni Bossy ne peuvent rivaliser avec Linus Ullmark. Et je pense qu'au niveau de la robustesse, il va falloir habiller Nicolas Deslauriers de bonne heure du côté de la Caroline pour essayer d'arrimer les Sénateurs d'Ottawa. Ça, c'est un excellent point parce que du côté des Sénateurs, on est équipé pour veiller tard en termes de robustesse. Écoute, Brady Tkachuk arrive au rang numéro 1, évidemment, lorsqu'on pense aux gars capables de déranger. Il y a également Ridley Gregg, Nick Cousins. Les Sénateurs sont la troisième équipe de toute la Ligue nationale à frapper le plus. Alors, on aime frapper, on aime déranger. Notre échec avant est soutenu. Et évidemment, bon, la question présentement, c'est comment se porte Brady Tkachuk, justement, JC. Lui qui a vécu une situation absolument terrifiante là, sur la patinoire contre les Islanders récemment, a perdu l'usage de ses deux yeux. Alors, il a passé des tests récemment, ouais. Les tests sont revenus négatifs, donc positifs dans un sens. Là, il n'y a rien d'anormal présentement. Mais la question que tout le monde se pose à l'interne et chez les partisans des Sénateurs aussi, c'est si c'est arrivé une fois, est-ce que ça pourrait réarriver? Brady Tkachuk qui lui-même a parlé de ce fameux match-là comme du match le plus terrifiant de toute sa vie. Ça se peut pas. Quelle saison pour les Sénateurs d'Ottawa. Anthony Martineau, à Raleigh, en Caroline, merci infiniment. Nos yeux et nos oreilles au cœur de la série de premier tour entre les Sénateurs et les Canes. Ça commence demain, 14h30, l'avant-match. Okay, et nous, on se reparle lundi, Tony. Avec plaisir. Salut. Salut. Alors, rêver. Imaginez et désirer ardemment quelque chose de merveilleux. Rêver. Le seul luxe que ma jeunesse m'a permise. Rêver de gagner suffisamment à me loger adéquatement, avoir envie de fonder une famille, lui offrir ce qu'il y a de mieux. Rêver d'un Mr. Freeze au raisin, au dépanneur du coin. Rêver du prochain duel entre les Nordiques et le Canadien. Si on se refuse le droit de rêver, c'est qu'on a perdu. Il y a une force exceptionnelle dans le rêve qui trouve sa suite dans la culture quotidienne. Si on rêve sans compromis, si on imagine le mieux,
le plus beau, si on ne laisse jamais le défaitisme et les mauvais sentiments prendre le dessus, alors tout devient possible et très souvent se réalise. Rêver du Canadien en série éliminatoire. Rêver de glorieux retrouvés aux confins des étoiles du hockey. Rêver d'une équipe soudée, unie, imperturbable. Une équipe de rêve. Une équipe qui rêve. Une équipe qui nous fait rêver. Les jours sombres sont derrière nous. Un grand plan a été ébauché à l'automne de 2021. Ce schéma avait pour objectif la respectabilité retrouvée. Or, dans la Mecque du hockey, ici à Montréal, théâtre de la cathédrale, respectabilité rime avec gagner. Gagner souvent et pour longtemps. Le Lightning de Tampa Bay se dresse sur la route de la reconquête du Canadien. Ils savent comment. Ils ont maintes fois joué dans le film. Ils sont confiants, ils ont raison de l'être. Mais ils trichent. Ils exagèrent leur sentiment de supériorité. Premier avantage au CH. Dans quel état se trouve Brayden Point? Comment Nikita Kucherov va faire abstraction de Josh Anderson et de ce qui s'est passé lors des 2 matchs contre le Tricolore dans les 18 derniers jours? Est-ce que Victor Hedman sera en mesure d'aider son club? Le Lightning est puissant et Julien Brisebois est brillant. Il a ajouté ce qu'il faut de papier sablé afin de recréer le concept des Panthers de la Floride des 3 derniers printemps. Mais le Canadien, lui, a appris de sa sortie rapide d'il y a 1 an. L'expérience acquise sera d'un secours précieux, autant que Montréal n'a à souffrir d'aucun complexe face aux Bolts. Après tout, seulement 2 petits points de classement ont séparé les 2 équipes au final de la saison régulière. Rien ne sera simple, mais si Martin Saint-Louis trouve ses combinaisons et les assume, s'il se montre solide, confiant et inspirant comme il sait l'être, le CH peut résister au crucial premier tour des séries avec une victoire en 7. Justement, Martin, peut-il, avec sa main de fer et son gant de velours, montrer plus d'ouverture au potentiel de chacun de ces éléments sans égard à la gestion du grand plan? Peut-il gérer son club au meilleur des capacités de tout un chacun de ses joueurs sans avoir à protéger la grande trajectoire? Kent Hughes a déjà dit de Martin qu'il avait quelquefois la tête dure. Je pense que c'est une qualité. Surtout si on laisse le bon Dieu travailler de jour plutôt que de le relayer sur le chiffre de nuit en pensant pouvoir prendre sa place sous le soleil. Est-ce que Martin peut aimer Zachary Bolduc au point de le muter avec Demidov et Newhook sur le 2e trio? Peut-il encadrer Kapanen de Anderson et Veleno sur la 3e unité? Peut-il faire route avec Gallagher à droite de Evans et Dano sur le 4e trio? Autrement dit, peut-il dire à Doc et Texier de rester sagement en retrait jusqu'à preuve du contraire? À date, c'est pas ça pantoute. On en convient à voir les images relayées des derniers entraînements de l'équipe avant de quitter pour Tampa Bay. Est-ce que Martin peut résister avec Jacob Dobeš à l'envie de le retirer au profit de Jacob Fowler? Peut-il mettre Dobeš en confiance en lui disant qu'il est son homme, quoi qu'il advienne? Vous êtes plusieurs à prétendre que l'on va voir et Dobeš et Fowler dans cette série contre Tampa Bay. Bien, si c'est le cas, achetez-vous pas de bananes vertes. Ils n'auront pas le temps de mûrir que le CH va être en vacances encore. L'analogie des bananes, je la dois au regretté Pat Burns, qui l'avait faite en parlant d'un coach et des votes de confiance reçus de la part d'un directeur général. Je suis confiant. Je rêve grand. Martin Saint-Louis est un homme brillant. Il va ajouter ce qu'il faut de souplesse afin de voir son équipe prendre son envol contre le Lightning. J'en ai l'intime conviction. Parce qu'une victoire contre l'un des clubs favoris dans l'Est
risque fort de propulser la Sainte Flanelle. Les Sabres vont sortir les Bruins, les Sénateurs vont se farcir les Canes et les Flyers vont attendrir les Pingouins. Le CH va régler ses comptes avec Buffalo de la plus belle manière en les battant en 7 au deuxième tour, avant de remettre aux Flyers le change des 3 défaites en 3 sorties que ces derniers leur ont fait subir cette saison. Ne restera alors que l'étape ultime, la finale de la Coupe Stanley. Sans savoir qui va représenter l'Ouest, on peut avancer qu'il s'agira d'un survivant de guerre fratricide ou, si vous préférez, un candidat parfait afin de permettre aux Glorieux de soulever une 25e fois la Coupe Stanley. Et tout ça commence par un rêve. Quoi dire de plus que bonne série éliminatoire? Ce ne sera pas simple. Il n'y a personne qui a envie de vous dire que ce qui nous attend va être facile. C'est pas le cas. Ça va être compliqué. Il va y avoir de l'algarade, disait mon ami Mathias Brunet à juste titre, pour parler de rififi. Ça va se prendre aux cheveux. Il va y avoir des moments où on va être en beau furax. Décision d'un arbitre. Infraction évidente qui n'est pas appelée. But limite que finalement on accorde à Tampa Bay. Tout ça fait partie du grand cercle, du grand théâtre, de la grande mise en scène à laquelle nous sommes conviés et dont on a été beaucoup trop longtemps privés. Pour toutes les années de miséricorde, où, je le répète, on se demandait si le Canadien allait même avoir un gars qui allait atteindre 65 ou 70 points en 82 matchs au cours de la saison, et on était généralement déçus. Pour toutes ces années-là, de voir que le soleil brille enfin à nouveau et de tous ses feux sur la métropole, sur Montréal, la Mecque du hockey, de voir un gars à plus de 100 points, Nick Suzuki, une première depuis Mats Naslund, de voir évidemment Cole Caulfield fracasser le plafond des 50 buts, une première depuis Stéphane Richer. Et on a l'impression que ces Glorieux les ont accumulés les uns par-dessus les autres, les marqueurs de 100 points et les scoreurs de 50 buts. Vous savez maintenant que c'est loin d'être le cas. 5 gars dans l'histoire ont amassé 100 points et mieux dans une saison chez le Canadien. Et 7 gars dans l'histoire ont marqué 50 buts ou plus dans une même saison avec la même équipe. Juraj Slafkovský, dont il s'agit de la saison de la grande éclosion. Ivan Demidov, meilleur marqueur parmi toutes les recrues de la Ligue nationale, sans jamais avoir pu jouer avec un centre digne d'un deuxième trio du circuit Bettman. Je n'enlève absolument rien à la recrue Kapanen, qui a été formidable et qui a trouvé le moyen de marquer 22 buts cette saison. Mais lorsque ce dernier jouera régulièrement au centre d'un troisième trio, vous me direz s'il va avoir beaucoup de saisons de entre 20 et 25 buts, voire plus de 25 buts. Il va retourner dans son habitacle naturel. C'est déjà le cas parce que Martin Saint-Louis lui préfère un jeune vétéran, c'est vrai, mais le vétéran Alex Newhook. Alors, la saison de tous les possibles, on la vit actuellement, parce que quand tu as un élément comme Lane Hudson, sensationnel de son état, un artiste de la possession de rondelles, tout devient possible pour une équipe de hockey comme celle du Canadien. Il y aura toujours des questions. Il y aura toujours des éléments sur lesquels on retient notre souffle. À commencer par la présence de Jacob Fowler devant le filet. Est-ce que ça peut durer? Est-ce qu'il peut se retrouver aussi bien mentalement et physiquement qu'il l'a été depuis la pause olympique, exception faite, hélas, de ses 2 derniers départs de la saison où il a concédé 9 buts et où il a paru se chamailler avec la rondelle, recevoir des grenades plutôt
que des rondelles en caoutchouc à bloquer avec une aisance telle lors de la séquence fabuleuse dans laquelle il a entraîné le Canadien, ou plutôt supporté le reste de ses coéquipiers dans une démarche exceptionnelle. Si Dobeš parvient à retrouver ses aises, à retrouver son espace, à être dominant et ne rien donner au Lightning de Tampa Bay, donner comme dans accorder des buts, c'est normal, ça va arriver à tout le monde, mais bats-toi, aie confiance, sois sur la pointe des pieds, non pas sur les talons, sois agressif comme tu sais l'être, joue du bloqueur, voire du bâton dans ta peinture bleue. C'est ton territoire, c'est ta maison. Tu as la lourde tâche de la défendre, corps et âme, quoi qu'il advienne. Si Dobeš parvient à faire ça, le Canadien est ni plus ni moins qu'en affaire, en business contre le Lightning de Tampa Bay, qui, à force d'être incapable d'engraisser sa fiche personnelle, tout un chacun, je pense à Kucherov, à Braden Point, qui est diminué, même à Jake Gonzalez, que je n'aime pas particulièrement, mais qui est une véritable peste, eh bien, tous ces gars-là vont commencer peut-être à douter, et dans le doute, vient rapidement, lorsque tu as ce sentiment de supériorité, l'indiscipline. On se commet dans des écarts de conduite et l'équipe la plus punie de toute la Ligue nationale en saison, le Lightning, a plus de 1100 minutes de pénalité au combiné global de tout un chacun, pourrait se retrouver dans la boîte plus souvent qu'autrement. Justement, la boîte, comment réagira l'avantage numérique du Canadien, qui a été poreux dans les 8 matchs du mois d'avril, avec 4 buts seulement en plus de 40 occasions, un pourcentage d'efficacité autour de 13-14 %. C'est misérable et c'est insuffisant. Et lui, Xhekaj, ainsi que Struble qu'on a vu juste avant, s'ils doivent faire la paire pour l'ensemble de la série, peuvent-ils survivre? Martin Saint-Louis peut-il survivre à les utiliser un tant soit peu pour ménager son top 4, Caden Goulet notamment, qui jouera pas du bon bord sur le flanc droit de Mike Matheson? John Cooper est un fin renard. Il a les derniers changements. C'est une bataille de coach extraordinaire. Coach de nouvelle vague, Cooper, fait quand même 14 ans qu'il est là. La vraie nouvelle vague s'appelle Martin Saint-Louis. Un Lightning qui l'eût cru, un gagnant à Tampa Bay, un admiratif du modèle du Lightning qu'il recrée et qu'il amende à sa façon ici à Montréal. Que ça commence, c'est dimanche à 16h30 l'avant-match, 17h45 la première mise en jeu. Vous y êtes conviés avec grand bonheur. Jonathan Spiro des Bruins en entrevue tantôt, mais au retour, Philippe Boucher, Renaud Lavoie, Antoine Roussel. Vous êtes à la bonne adresse. C'est à l'aéroport qu'on le rejoint parce qu'il va prendre un vol vers Tampa Bay avec le reste de notre équipe qui vont être en direct et à Tampa et à Montréal, dans les bols, comme on dit dans le jargon, pour cette série de premier tour entre le Canadien et le Lightning. Vous reconnaissez l'agitateur Antoine Roussel. Antoine, comment ça va? Excité, Antoine? Oh, écoute, débordé d'excitation. Écoute, toute l'équipe est déjà là à l'aéroport. On s'en va prendre notre avion un petit peu plus tard. Écoute, ça a été difficile de partir du Saguenay parce que là, tu le sais que tout arrive en même temps. Les érables coulent. Après ça, le hockey, le printemps, c'est une période occupée. Mais écoute, ça a été parfait. Écoute, j'ai une petite salutation à faire à Pierre Gagné. Je lui souhaite un bon rétablissement parce que hier, il est venu à la cabane puis il m'a parlé de toi, JC. Il m'a dit qu'écouter l'émission, c'était ce qui le rendait toujours de bonne humeur. Wow. Fait qu'on le salue. Salut, Pierre. Bon rétablissement, Pierre, effectivement. Bon, Caden Goulet va devoir jouer du mauvais bord. On ne l'a pas vu du mauvais bord depuis longtemps et on sait que ce ne sera pas naturel. Avantage Lightning, pourront-ils en tirer profit? Est-ce que Matheson pourra tout réparer pour Goulet? Ça m'inquiète un peu, les paires de défense 2 et 3, m'a t'avoué. J'ai l'impression, puis je vais te le dire bien franchement, Jean-Charles, ça ne durera pas.
tout ça, ça durera pas. Pourquoi? Parce que ça va te prendre un petit peu plus de stabilité. Pourquoi? Parce que jouer à l'extérieur, ça prend où t'es sur ton côté revers, ça prend une certaine adaptation. C'est pas nécessairement évident. Pour ma part, j'aime ça jouer du côté fort. Pourquoi? Parce que quand il y a de la pression, c'est un petit peu plus facile à absorber puis à accepter cette pression-là. Donc, moi, je m'attends à ce que ça commence de même, mais ça ne dure pas de même. Et là, tu vois, on n'a pas vu Ryan Backer dans le scénario. J'ai l'impression qu'on va le voir dans cette série-là. Peut-être pas dans le premier match. J'aurais aimé ça le voir dans le premier match. C'est peut-être pas ça ce qui va arriver, mais on va se rendre compte que Struble, Ryan Backer sur ta dernière paire, ça peut être très intéressant. Ou même de déplacer puis d'avoir Goulet à gauche avec un Ryan Backer, ben pourquoi pas. Donc, j'ai hâte de voir comment on va gérer le temps d'utilisation de tout le monde. Mais c'est clair que c'est dommage qu'on soit en mode encore questionnement. Tu sais, quand tu rentres en série, il n'y a rien de pire que se poser des questions puis pas d'avoir plan préétabli et de certitude. C'est, je te l'ai dit l'autre jour, c'est l'ombre au tableau pour moi du Canadien. La santé de la défensive et comment on va utiliser tout le monde. Qu'est-ce qu'on protège, à ton avis, Antoine, avec Matheson qui reste à gauche, lui qui a porté un coup de patin beaucoup plus fluide que celui de Caden Goulet? La logique n'aurait pas été de laisser Goulet à gauche et voir Matheson se débrouiller avec des pivots plus élégants du côté droit? Ben peut-être là, mais des fois écoute, c'est des joueurs des fois qui vont voir, tu sais, je te dis pas que c'est ça nécessairement, mais moi je me rappelle d'avoir clairement dit à mon coach, moi je joue à gauche, je suis pourri à droite. Et j'ai dit ça tel quel. Et je me souviens, j'avais encore Andrew Ladd à côté de moi, puis qui me disait bon ben j'espère, ben moi je sais où je vais jouer à droite. Antoine il est pas capable de jouer à droite, fait que moi je joue à gauche. Mais écoute, t'as des aises, c'est là que tu te sens mieux. Peut-être que c'est le genre de discours que Matheson a. Donc c'est difficile. Tu sais, moi, il y a des choses que je voyais moins. Il y avait une façon d'absorber de la pression à l'aile qui était différente. Donc, j'anticipe que c'est un petit peu la même affaire. Donc, on a des fois certaines zones où on aime ça être. Et dans le cas de Matheson, ben, c'est clair qu'il est meilleur de ce côté-là. D'ailleurs, on n'a pas nécessairement de joueur qui est excellent de son côté revers à la défense. Donc, c'est pour ça que je vois Ryan Backer dans ma soupe depuis le début qu'on l'a vu là, avec ses quelques matchs avec le Canadien. Donc, à suivre. Dis-moi, l'an dernier, dès le départ de la série contre les Caps, le Canadien s'est fait brasser solidex, molester, pour dire vrai, là. Comment on va faire pour ne pas répéter cette erreur-là dans le match inaugural de la série contre le Lightning dimanche? Préparation, Jean-Charles, juste la préparation. Le fait est que tu le sais comment c'est intense le hockey des séries. Tu le sais ce que ça prend pour gagner des matchs. Tu en as gagné un l'année passée. Tu le sais que tu vas apporter ce type d'intensité puis tu vas te faire frapper. Donc, tu as déjà été testé, tu sais à quoi t'attendre. C'est pas quelque chose de nouveau pour le 3/4 de l'équipe comme ça l'était l'année dernière. Donc, c'est clair que ça va faire une différence, tout ça. Et moi, quand j'entends des gars comme Jake Evans parler de tout ça, dire que cette saison va être prêt pour absorber cette pression-là, justement redonner la monnaie de la pièce, qu'on va commencer à partir du premier match, c'est le genre de discours que je trouve qu'un gars comme Jake Evans, qui est un vétéran dans la chambre, qui va parler à tout le monde, ben ça va faire une différence. Puis tu vas pouvoir véhiculer tes messages de cette manière-là. Donc, je m'attends à ce qu'on soit capable de répondre à la musique sans toutefois qu'il y ait des débordements du côté du Canadien. Je m'attends à ce qu'on n'ait pas peur de l'agitation. C'est l'heure de se mouiller, mon cher Antoine, même s'il fait un soleil radieux. L'heure des prédictions à tout seigneur, tout honneur. Canadien Lightning, qui favorises-tu et en combien? Ben écoute, Jean-Charles, il y a jamais l'un ne va pas sans l'autre. Là. Tu peux avoir du gros soleil et un maillot de bain, ça a l'air. C'est ça que je me suis fait dire avant de préparer ma valise. Oui. Mais il reste que moi, je vois le Canadien en 7 parties contre Tampa. Ça va pas être évident, ça va pas être facile. Écoute, je trouve que cette série-là est extrêmement serrée. Je pense que la Caroline va l'emporter en 4 contre Ottawa. Buffalo va finir ça en 6 parties. Et écoute, Pittsburgh vont juste donner une leçon à Philadelphie. Ouf. L'expérience va montrer comment ça fonctionne en séries éliminatoires. Donc, ça sera pas nécessairement tout à fait facile, mais ça va commencer comme ça. Du côté du Colorado, on est d'accord uniquement du côté du Canadien. Pour le reste, j'ai aucun choix similaire au tien, mon cher Antoine. Je vois Ottawa
battre la Caroline en 6, moi, et les Flyers éliminer les Pingouins en 7, puis les Sabres et les Bruins, il n'y a même pas de série. Buffalo en 5, une main dans le dos. C'est pour ça qu'il y a des experts, c'est ça qu'ils disent, Jean-Charles. Dans l'Ouest, maintenant, j'espère que tu vois mes Stars et les tiens avancer au deuxième tour. Bien sûr que je les vois aller plus loin. Écoute, ça sera pas facile, par contre, contre le Minnesota. Et Dallas ont eu une grosse fin de saison, justement, ont joué plusieurs reprises contre Minnesota, gagné des gros matchs. Écoute, ça va être la série la plus dure, là, probablement, de l'Ouest. À Colorado, ça va être une partie de plaisir, ça va être une danse de claquettes. Pour l'Utah, je pense qu'on va surprendre Vegas. Et j'aime ce que André Tourigny a fait. Et pour finir, je vois Edmonton qui bat Anaheim, mon cher. Ben non. Les Ducks vont sortir les Oilers, mon cher Antoine. Qui va s'affronter en finale? Qui va s'affronter en finale de la Coupe Stanley? Les Stars contre la Caroline, mon cher. Oh! Wow. Shit! Ça va battre des codes d'écoute, ça. Caroline, que Dieu nous en garde, tabaslac. Je suis tellement sénateur. Qui gagne le Conn Smythe rendu là? Ben écoute, je me posais... J'hésite entre Mikko Rantanen et Wyatt Johnston. Bon, mais ça a plus d'allure que la Caroline. Ça veut dire que les Stars gagnent enfin la Coupe. Ton jupon vert dépasse. Je peux pas dire que j'haïs ça nécessairement. Bon vol. Écoute, merci, Jean-Charles. Bonne baignade nocturne. Oui. Pardon? Bonne baignade nocturne. Avec ton maillot. Je sais pas de quoi tu parles. Ben oui, bien sûr. Salut Antoine, on se reparle lundi. Ça. OK. Ça marche. Salut Jean-Charles. Salut. Capital Hockey en direct de Québec City. Il a soulevé la Coupe Stanley. Philippe Boucher. Comment ça va, le grand Phil? Bien, merci, toi. Bien, merci. Alors, on commence avec les trios du Canadien à l'entraînement aujourd'hui. Oui. Pas bien de changement par rapport à hier, là, évidemment. On peut les mettre à l'écran. Mais moi, c'est surtout le retour des joueurs en santé. On a su pourquoi Nick Suzuki était pas là. Ben, bien content pour lui. Ouais. Puis, tu sais, des fois, on se demande les sources de motivation des joueurs, nouveaux mariés, nouvel enfant de la famille. Ça peut amener un joueur, à mettre ses priorités à bonne place. Je pense pas que c'était le cas de Suzuki, mais d'avoir des saisons exceptionnelles, il l'a fait. Alors, moi, les trios, on a parlé un petit peu hier, ça me dérange pas trop. Du côté des attaquants, je pense que ça va être un melting pot. Je pense que Martin a commencé à aimer bouger ses trios. Va y aller avec le feel des joueurs, parce qu'on roulera pas 4 trios tout le temps. Je pense qu'on va y aller à un feel. On a beaucoup d'options. De son côté, on a beaucoup de joueurs de centre, on a beaucoup de joueurs qu'on peut utiliser. Fait que de ce côté-là, je suis pas surpris des attaquants de Martin Saint-Louis. On me dit que Kapanen mangeait les bandes. C'est l'expression qui a été utilisée à l'entraînement de ce matin. Je l'espère honnêtement, là, parce que ça prend un déclic. Il doit retrouver l'étincelle offensive. Ça touche tout en demeurant très, très conscient de ce qui se passe sur 200 par 85. Mais Dieu que j'aime pas la présence de Kirby Dach à droite. Si tu veux absolument le laisser dans le line-up, au moins mêler ça à 4. Puis redonne Josh Anderson à Zachary Bolduc. C'était une belle paire d'alliés qui mettait beaucoup de pression sur l'adversaire. J'haïssais pas ça pantoute. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, Kirby Dach. Moi, selon moi, il n'est pas obligé d'être dans le line-up. On veut du 16, on va voir ce qu'il peut nous donner. Il aurait pu être sur le 4e trio. Anderson, Bolduc et Kapanen, ça aurait pu être un bon trio. Mais comme je te dis, tout ça va bouger. J'espère que Dach va en profiter parce qu'honnêtement, là, c'est le joueur qui a le plus de vie chez le Canadien de Montréal qui était dans les meilleures situations. Habituellement, quand il fait un retour, il est sur le premier avantage. Pas depuis que ça roule à fond de train, mais au début de l'année, il l'était. Ou sur le 2e trio. On va espérer qu'il peut contribuer parce que quand tu t'aimes pas, on va avoir besoin de 16, veux pas, puis c'est peut nous en emmener, tant mieux. Phil, la saison régulière est terminée. Il est l'heure de débattre certains trophées, notamment le prestigieux trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe au cours de la saison. Et y a-t-il des intrus dans ta liste personnelle? On y va en premier avec les usual suspects. McKinnon et McDavid, 2 joueurs qui sont là année après année. C'est des très bons joueurs de hockey. On amasse beaucoup de points. Mathieu me pointait une statistique du côté de McKinnon. Là, ses points à 5 contre 5, c'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait
que cette saison. 2 joueurs qui vont peut-être le mériter année après année, qui vont probablement être sur la liste de vote dans les 3 premiers. Mais moi, c'est pas nécessairement eux que je vois gagner. Je vais y aller à un gars que c'est ma plus grande déception de ne pas avoir parlé de lui de l'année, Evan Bouchard. Imagine si Cale Makar aurait eu la saison de Evan Bouchard. 21 buts, 74 passes, 95 points, plus 25. N'importe quel défenseur dans les 20 prochaines années a des statistiques comme ça. Il va être dans les finalistes. Malheureusement, Evan Bouchard, c'est un joueur à l'image des Oilers un peu. On les aime beaucoup. On aime McDavid, on aime Draisaitl, mais on lui donnera pas tout le crédit du monde avant qu'il gagne une Coupe Stanley, puis Evan Bouchard, avant que son jeu soit meilleur dans les séries. T'as beau battre des records de points dans les séries, mais quand tu cotes le but gagnant, c'est plus souvent qu'autrement. Bon, on parle pas de toi, mais c'est un peu une grande déception de ma part d'avoir pas parlé d'un défenseur droitier plus que ça cette année. Mais vraiment, pour moi, mes vrais finalistes, puis là, je suis tiraillé, puis depuis un matin, je veux te dire, Kucherov et Celebrini, pour moi, c'est les joueurs les plus importants à leur équipe cette année, parce qu'ils n'ont pas de Cale Makar, ils n'ont pas de Draisaitl à leur côté. Ils ont plein de bons joueurs, surtout Kucherov a plein de bons joueurs. Qu'est-ce que Celebrini a pu faire cette année? Tu sais, souvent, on va dire, peux-tu gagner le trophée Hart, le joueur le plus utile de ton équipe, si tu fais pas les séries? Il y a des gros débats là-dessus. J'aurais besoin qu'on te montre le clip de son entraîneur. Son entraîneur, pratiquement en larmes hier soir, qui parle de Celebrini, de comment il a été élevé, qu'il a des bons parents, comment c'est le joueur le plus coachable qu'il y a eu. Fait que j'avais pas décidé ma réponse, mais moi, je vais y aller avec Celebrini, honnêtement. Je pense que c'est qu'est-ce qu'il a fait aux Olympiques. Même si on dit que ça compte pas, là, comment il a surpris aux Olympiques, il va aller chercher une coupe de vote. Puis moi, je pense que ça va être lui. Sinon, ça va être Kucherov. OK, là, tu me fais réagir en joie le vert. On va commencer avec le défenseur. Evan Bouchard va gagner le Norris, là, Phil, à tout le moins. T'as pas le choix, mais le gars, ça prend des trophées. Défenseur défensif, défenseur offensif, meilleur défenseur. Ils pourraient en avoir 3, puis là, on s'astinerait pas trop longtemps, puis on sait pas mal c'est qui. Mais je pense qu'il va clairer tout le monde pour le Norris cette année. En tout cas, j'ose l'espérer. Moi, je suis vigoureusement en désaccord avec toi sur Celebrini. Il n'a pas fait playoff. Tu peux pas gagner le trophée Hart si ton club n'est pas en série. Par contre, tout le monde a déjà gravé le nom de Nick Suzuki sur le trophée Selke. Pourquoi Celebrini ne pourrait pas le gagner? Bonne question. Il a tout fait, mais c'est... Il a tout fait. C'est un gars qui... deux gars de 100 points. Encore, plus que ça, là. Je pense personnellement que Celebrini est meilleur défensivement que Nick Suzuki. Puis je pense pas dire une énormité. Celebrini, sur 200 par 85, est un joueur extraordinaire. Je comprends qu'on se voit à mousse, bleu, blanc, rouge dans le nombril, là. J'aime beaucoup Macklin Celebrini pour le trophée Selke. Puis c'est un prix de consolation pour lui, on s'entend, là. Moi, tu sais, Carbo l'a gagné, puis Yeri Lettinen, avec qui moi j'ai joué à Dallas, l'a gagné 3 fois, si je me trompe pas. Puis, c'était des joueurs à saveur moins offensive. Là, on parle des joueurs. Tu sais, Suzuki n'a pas tué de punition. Souvent, c'est un gars qui tuait des punitions, mais les deux pourraient le mériter. T'essayes de me faire changer d'idée, par exemple, je vais te donner à Kucherov. Non, mais c'est les deux, selon moi, là, dans la définition du trophée. Puis même moi, je suis déchiré un petit peu avec le fait qu'il n'a pas fait les séries. Mais pas désaccord, c'est 2 excellents joueurs complets, ce qui est Suzuki et Celebrini. Puis, tu sais, après une saison de même, là, pour tout ce que tu as dit, là, de plaidoyer, là, ça se peut pas que Celebrini reste sur le quai et ne se lève pas une fois dans le Gala Méritas. Tu sais, c'est quasiment cruel. Joueur extraordinaire, sensationnel. La prochaine génération, c'est maintenant, c'est lui. On le voit, là. Prédiction du premier tour. Le Sidney Crosby. Moi, j'ai toujours Sidney, c'était sa ligue, ça va devenir la ligue à Celebrini éventuellement. Aucun doute. Entièrement d'accord avec toi. Prédiction du premier tour. On y va. Ben moi, j'y vais avec le Canadien en 6 dans l'Est. Moi, je pense que le Canadien va bien faire les choses. Ouais, on est capable. Je pense qu'on est capable. Si on va en chercher une sur la route, le mandat que t'as, c'est pas de gagner les deux. C'est de gagner un match sur la route, de revenir à la maison, on va avoir le momentum, on va avoir la foule. J'y vais avec ça. Du côté des Sénateurs, je t'écoutais tantôt, je suis pas en désaccord avec les Sénateurs, une bonne équipe. Je serais le gars le moins surpris qui causerait de surprise, mais je vais y aller quand même avec la Caroline en 5. Buffalo en 5 qui va en faire un grand bout. Puis l'autre, c'est sentimental. Là. Moi, je peux pas. Il faut que les Pingouins c'est ça, là. Crosby le plus longtemps possible. C'est ça. Je me rends compte que tout le monde est bien dans bromance avec les Pingouins. C'est bien le fun, là. J'ai regardé attentivement les Flyers depuis 2 semaines, là. Aïe.
J'ai pas mis d'argent là-dessus. Là. Tu m'as demandé de faire des prédictions, je te les donne, je t'ai donné ma raison. Elle est purement sentimentale. Je pense qu'on va avoir une très, 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 très bonne série. Pour avoir vécu la rivalité, là, pas longtemps, pas assez longtemps, j'aurais aimé ça la vivre plus longtemps. Ça n'est une vraie rivalité, là, Philly-Pittsburgh. Eh bien là, je me demandais si t'allais être sentimental dans l'Ouest. Tu l'es, mais tu l'aurais été même si t'avais pris Minnesota. Mais dans le fond, ton ancien club a pris le dessus sur ton chum avec qui t'as gagné la Coupe, Bill Guérin. Oui, exactement. Ben, les Stars, allons-y en premier avec Colorado. Moi, je pense que ça va être facile pour eux. Du côté des Stars, on a une très bonne équipe. On a un bon gardien de but. Moi, je pense qu'ils vont aller, on va faire un bon bout. Edmonton en 5, puis ça, c'est pas un long shot, mais moi, j'ai Vegas jusqu'à la fin avec Mitch Marner comme joueur le plus utile des séries. Moi aussi. Un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale. Hey, on s'est même pas parlé, puis on l'a eu ensemble. Marner, Conn Smythe, Vegas soulève la Coupe contre le Canadien. Vois-tu le Canadien en finale, toi? Moi, je vois les Sabres de Buffalo. Mes anciennes équipes sont partout. Tes anciens clubs sont partout. Avec Marner, Marner, le Conn Smythe, c'est très, très bon. Je vais te dire une affaire, par exemple, là, tout le monde ne voit pas ça venir, là. Je te le dis, Phil. Je l'ai dit à Antoine, me le dire à n'importe qui d'autre. Anaheim va sortir Edmonton. Ça se peut. Je suis pas en désaccord avec toi. On peut aller à la banque avec ça. Je vous le dis. Moi, j'ai rarement été aussi certain de ça. Merci, le grand. On se reparle lundi avec grand plaisir. Bon début de série dimanche. Merci. Bon week-end. Salut. On rejoint maintenant. Oh là 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 là. Ah, je pensais que c'était du sable. Ben oui. OK, c'est du pavé uni, mais le sable ne doit pas être bien loin. Regardez-moi le panorama puis le gaminet. Non. Renaud Lavoie, en Floride. Le sable est loin. OK, correct. À Tampa Bay. T'as 45 minutes ici. Oh boy, quand même. Ici, c'est la baie, hein? On est dans la baie de Tampa. Il n'y a pas de plage dans la baie de Tampa, mais beaucoup, beaucoup de bateaux et de soleil. C'est ici où il y a eu la célébration de la finale d'une des Coupes Stanley, d'une des Coupes que le Lightning a gagné. On a plein de bateaux ici dans la baie où je suis présentement. Wow. Et là où Tom Brady l'a fait aussi avec les Buccaneers, lorsqu'il avait lancé le trophée d'un bateau à l'autre. Et je pense que mon ami Tom, à ce moment, était un peu cocktail. Ouais. Oui, mais comme c'était Gronk l'autre bord, il y avait des mains sûres. Exact. Aucun problème de ce côté-là. Alors là, on te voit dans un panorama purement estival. C'est très, très beau. On n'est pas trop fâché. Il fait beau à Montréal aujourd'hui. Annonce encore plus beau demain, tant mieux. Mais dans le fret de la glace ce matin à l'entraînement du Lightning, tu as assisté à une scène intéressante, Renaud. Ben, écoute, juste te mettre en contexte, là. On a fait la pratique aujourd'hui du Lightning. Et John Cooper est venu me voir à la fin de l'entraînement en me disant « Je peux pas croire que tu es ici, toi. Pourquoi tu es déjà ici? J'en reviens pas que tu es déjà ici. » OK? Il y a une raison pourquoi. Parce que John, il sait que quand Renaud est là, des fois, on voit des choses. OK? Puis il regarde les images suivantes. Alors, John Cooper est en train d'expliquer des choses. Ça fait 1 heure que la pratique... On va revenir, ça fait 1 heure que la pratique s'est déroulée. OK? Il voit des choses, puis là, après ça, il explique des choses, mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est le visuel suivant, c'est que il est au tableau, OK? Et c'est pas un tableau, c'est un écran. Et on montre à l'écran les tendances des Canadiens de Montréal. Aïe, aïe. Moi, je n'ai jamais vu ça, là. Jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça, là. Yannick Massé, l'œil vif, qui s'en va filmer ça. Ah, c'est fou, raide. Je n'ai jamais vu ça. Alors, puis après ça, pas besoin de te dire qu'on va pratiquer ce qu'il faut faire contre les Canadiens. C'est pour ça que John Cooper était pas vraiment content de voir Renaud Lavoie là. Il devait se dire, ah non, il va tout raconter ce qui s'est passé à Montréal. N'inquiète-toi pas, John, on n'est pas été dans les détails, on n'a pas filmé, on commencera pas à dire comment contrer les Canadiens. Mais disons qu'il n'y a pas besoin de Renaud Lavoie, ni d'Yannick Massé pour le savoir. C'est un entraîneur qui a une grande expérience et il sait très bien ce qu'il fait. Mais de voir quand même cette télé-là, et les joueurs ont passé, je te dirais, facilement 5 à 10 minutes, Jean-Charles, à regarder ce qui se passait. Pense-y 2 petites secondes, on est rendu où? À l'époque, il y a 10 ans, personne n'aurait cru ça possible. Je suis assommé, là. Honnêtement, ce genre de scène, évidemment, ça c'est commun,
dans les bureaux et les installations d'une équipe. Tu sais, les salles de vidéo, les salles de cinéma, ça va. Et l'écran plat sur le bord de la bande avec les séquences, Armand, voyons donc. Jamais vu. Jamais vu ça. Jamais vu. John Cooper. John Cooper qui veut pas perdre la main et se faire damer le pion par celui que l'on dit être l'entraîneur de la nouvelle vague, Martin Saint-Louis. Lui, il a longtemps été considéré comme le Fresh Prince of Bel-Air, là, tu sais, la nouvelle affaire, la nouvelle vague, John Cooper. Mais là, il devrait savoir qu'il est l'entraîneur avec le plus d'années de service avec la même équipe quand même, là, ce qui n'est pas rien. Wow! Oui, c'est bon stock. C'est tout un coach. Puis oui, c'est un bon moment à l'entraînement. Est-ce que ça peut faire des petits? Bonne question. Il y a une chose, par contre, que j'ai remarqué, là, Jean-Charles, là, c'est que, je vais te dire de quoi ici, là, il n'y a pas trop de cachets. On montre à tout le monde qui veut bien le voir quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'on pratique, qu'est-ce qu'on veut faire. On en a parlé tantôt à 17h, le fait que ça a été un entraînement de 2 heures. Imagine-toi, 2 heures d'entraînement. Et les membres des médias, si vous voulez rentrer, puis faites ce que vous avez à faire. Quand on est rentré dans le vestiaire, tout le monde était là. Corey Perry, notamment, était là et il retrouve son air d'enfant. Il a juste pas l'air d'un enfant, il a l'air d'un enfant de nénane sur la glace. Mais c'est quand même un cœur d'enfant qui aime venir au rond pour jouer au hockey. Hey. Un enfant, tu dis, je vais poser la question, c'est-tu pour ça que tu joues au hockey, là? Pour ce qui commence là? Il dit, t'as tout compris. Et c'est pour ça que je veux pas arrêter de jouer au hockey. Parce qu'il dit, il y a tellement de choses qui vont se passer en séries éliminatoires. Là. Rappelez-vous que Corey Perry, on dirait qu'il y a un billet automatique en finale. Malheureusement pour lui, il perd plus souvent qu'autrement. Mais en attendant, il est quand même là. Tu comprends? Et ce qui est fascinant avec Corey Perry, c'est que on l'a vu, tu sais, mettons avec Lane Hutson. Là, tu le vois aller avec Lane Hutson. Puis là, tu vois ses sparages. Pourquoi il a été sur Lane Hutson? Il va sur Lane Hutson parce que il est pas cave. Il sait que il doit déranger un joueur. Puis lui, c'est dans son ADN. Les intangibles. Il nous a parlé des intangibles, Corey, ce matin. J'ai dit, les intangibles, t'es pas mal un expert, toi, des intangibles, tu sais. On sait ce que t'es capable de faire. Là, il trouvait ça drôle. Il ne sait pas vraiment quoi te répondre. Mais j'en ai parlé à son entraîneur-chef, par contre, John Cooper, qui, lui, savait quoi répondre sur ce que Corey Perry peut faire et les intangibles qu'il peut amener en série. On écoute ça ensemble. Corey, it's like having, the player coach on the bench. He's so wise and witty. I'll put it that. He's entertaining out there. But he, you know what he is? He pulls a team into the fight. That's what he does. And he navigates his way around there. He may not be the most fleet of foot, out there, but he sure has an ability to distract teams and just be a pain in the ass. And that's what we love about him. And still has a knack around the net. He knows at the big times when to get, make those big plays. And so we're definitely glad we have him. Écoute-moi bien, Renaud, là. Time out, 2 secondes d'écart, là. Puis j'applique vraiment mon commentaire à la situation présente, actuelle, sans égard aux états de service depuis le début de leur carrière. Prends cette quote-là de John Cooper et dis-moi que tu peux pas l'appliquer à Brendan Gallagher dans la bouche de Martin Saint-Louis. Répète-moi ça 3 fois sans rime, à me refâcher des... Tu le vois, là, les tempes me battent au vent à soir, là. Je t'ai assommé, là. Corey Perry est très utile pour John Cooper, le Lightning. Brendan Gallagher mange du popcorn, des hot dogs dans le camp du Canadien. Je t'ai assommé. En tant que président du fan club de Brendan Gallagher, je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit. Il y en a un qui s'en va au temple de la renommée en Corey. Il y en a un qui n'ira probablement pas en Brendan, mais je pense pas que Brendan, c'est son objectif d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une chose, par contre. Ce sont des joueurs qui t'amènent à la guerre. Ce sont des joueurs qui peuvent avoir changé des choses dans un match, qui amènent des intangibles. Incroyable. Et les intangibles, à cette période-ci de l'année, quand il commence à faire beau et chaud, ça fait la différence. OK. Parlant de Corey,
il est revenu, en terminant, le Renaud, ça se bouscule un peu, il est revenu sur son passage avec le Canadien, hein? Je fais ça rapidement. OK, il a dit deux choses. Il a dit la première, j'aurais voulu signer avec le Canadien, mais on m'a offert un contrat d'1 an et non 2. Il aurait été le capitaine des Canadiens. Il le sait très bien s'il avait accepté. OK? Deuxième point, les joueurs, les jeunes des Canadiens, comment ça se passe? Comment ils les voient présentement? On l'écoute. You could see when I was there how good these, I still call them kids, are going to be. You know, they've really come a long way. And, you know, Nick, you know, just his maturity and his leadership skills, and you could see it as a young guy, but you can really tell it's taken over. And I mean, you know, Cole's Cole. He's shifty. He's a goal scorer, and you know, that's the type of player he is. So we got to be, you know, we know exactly what we have to do. Magnifique. C'est bon, magnifique, Corey Perry. OK, Renaud, excellent travail. Ça commence demain, les séries. Match numéro 1, Canadien Lightning, dimanche. On prend l'antenne à 16h30. Notez bien l'heure. 16h30, toute l'équipe sur place à Tampa, dans le bol. Première rondelle tombe autour de 17h45. On rate rien de l'action. Et nous, on se reparle lundi, mon ami, avec grand bonheur. Profite bien, c'est précieux. Salut Jean-Charles, à lundi. Salut Renaud, à lundi. Retour de la pause. Il est de Mascouche, Québec. Il a 26 ans. Il n'a jamais été repêché. Et il a le 14e meilleur différentiel chez tous les défenseurs de la Ligue nationale cette année. Et il joue en série avec les Bruins de Boston. On parle à Jonathan Spiro. Il s'apprête à vivre de grandes émotions. Il est l'un des nôtres dont on aime prendre des nouvelles parce qu'il nous fait rayonner, nous, le Québec, aux quatre coins de la Ligue nationale. Épicentre Boston, Massachusetts, ce soir, avec le défenseur québécois de 26 ans et de Mascouche, Jonathan Spiro. Jonathan, comment ça va? Ça va bien, et toi? Excellent. Est-ce qu'on peut dire que tu vis ta best life actuellement? Ça, c'est sûr. Quand tu vis dans la Ligue nationale, tu peux pas te plaindre. C'est vraiment des beaux moments qu'on vit en ce moment. Fait que je suis vraiment heureux. Tu n'as jamais été repêché, Joe, et te voici 14e de tous les défenseurs de la Ligue nationale au différentiel cette saison. Et te voici également en série éliminatoire avec les Bruins de Boston contre les Sabres de Buffalo. Parle-moi de ce parcours où tu as eu à continuer de te permettre de rêver grand et de rêver éveillé d'atteindre ton grand objectif. Ouais, c'est sûr, ça n'a pas été évident, mais je suis tellement content d'être rendu où je suis rendu en ce moment, puis d'être faire partie des Bruins aussi. Je pense qu'on a une super de belle saison, toute l'équipe ensemble, puis on a vraiment eu du fun. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir continuer ça, puis d'aller jouer dans les playoffs, ça, c'est sûr. À quel moment, là, vous avez réalisé que vous teniez vraiment quelque chose, Joe? Parce que il n'y a pas un chat qui voyait les Bruins en série éliminatoire cette année, pour être bien honnête, là. Je pense qu'on a toujours cru en nous autres. Je pense que tout le monde n'a peut-être pas autant cru que nous autres on pouvait dans notre chambre puis tout, mais je pense qu'on essaie de focusser puis de gagner le plus de games possible. Mais on a tout le temps tellement eu une bonne saison tout le monde ensemble, fait qu'on est super contents. Y a-tu un moment précis là, que tu pourrais dire ça, là, quand ça s'est arrivé dans la saison, on a commencé vraiment à prendre conscience qu'on tenait quelque chose qui ressemble à un ticket pour les séries? Pas vraiment. Je pense tout au cours de la saison, on était tout le temps dans toutes les games. Je pense qu'on était tout le temps... on pouvait tout le temps pouvoir gagner. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on garde en tête puis qu'on essaie tout le temps de reproduire à chaque fois qu'on jouait les games, d'être le plus constant possible. Fait que je pense qu'on était tout le temps avoir le mindset de gagner, ça c'est sûr. On parle souvent, Jonathan, de l'ADN des Bruins. Un Bruins, c'est un Bruins. Tu sais, quand tu entres dans ce vestiaire-là et dans ce contexte-là, la culture, tu la ressens et tu t'en inspires ou pas, mais si tu t'en inspires, tu as des chances d'être là. Parle-moi de ça, de ton contact, de ton arrivée avec cet ADN et cette culture-là. Est-ce que ce que je te dis fait du sens ou c'est un peu ésotérique, oui, mon affaire? Non, 100%. C'est quelque chose qui est très présent dans l'organisation, puis c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. Tu sais, il y a beaucoup de pride en étant un Bruins, puis c'est quelque chose que je suis vraiment fier d'être en ce moment. Puis c'est sûr que tous les soirs, tu donnes à 100%, puis c'est quelque chose qui est vraiment important pour toute l'organisation. Y a-tu un petit peu de la magie de Boston City of Champions aussi là-dedans? Tu sais, toutes les concessions sportives connaissent du succès dans leur histoire en représentant la ville de Boston. Il y a quelque chose de magique, là. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau à Boston, mais c'est extraordinaire ce que ça produit.
Ouais, c'est sûr. C'est une super de belle ville. Les fans sont super accueillants, super contents de nous voir jouer, puis sont super présents pour nous supporter. Fait qu'on est vraiment reconnaissants de les avoir, ça, c'est sûr. Parle-moi de David Pastrnak. Est-ce qu'on peut dire qu'on parle d'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale dont on ne parle jamais quand on discute des meilleurs joueurs de la Ligue nationale? Il me semble qu'on parle pas assez de Pastrnak. Quelle saison il a connu encore une fois? Ouais, c'est encore un super gros morceau de notre équipe. Je pense que t'es là toute l'année. Il y a encore une saison de 100 points. Fait que c'est quelque chose qui est pas évident à faire dans la Ligue nationale, ça c'est sûr, mais c'est tout qu'un joueur de hockey. Il y a 2 saisons, il y a eu une décision audacieuse qui était à prendre avec 2 gardiens de but numéro 1, le Sway, Jeremy Swayman et Linus Ullmark. Et ça a été objet de critique, évidemment, mais les gens sont passionnés, c'est normal. Je dirais qu'un partisan sur 2 aurait aimé garder Ullmark, l'autre Sway. Je pense que Swayman, quand on parle de Pastrnak, Swayman, on parle d'un des bons gardiens de la Ligue nationale, dont on ne parle jamais quand on parle des bons gardiens de la Ligue nationale cette année. C'est un peu le même principe, hein? Ouais, Sway était solide toute l'année. Je pense qu'il a vraiment démontré à tout le monde que c'était un des top goalers dans la Ligue nationale. Je pense qu'il a vraiment bien fait, puis il a vraiment fait sa job toute l'année. Fait qu'on est vraiment content de l'avoir avec nous. Sur une note personnelle, ton différentiel de plus 30, c'est franchement impressionnant. Qu'est-ce que tu t'assures de bien faire dans ta game là, pour te rendre indispensable, finalement? Là? Je pense que j'essaie de juste garder ma game simple et de jouer le système le mieux que je peux, closer mon gap vite. Puis j'essaie de tout le temps jouer être solide défensivement. Je sais pas trop. J'essaie de juste faire ma petite job sur la glace quand je peux le faire. Grosse bébite, les Sabres de Buffalo au premier tour. Eux non plus, on les a pas vus arriver cette année. Certainement pas champions de la division la plus relevée du hockey, la section Atlantique, ici dans l'Est. Tu t'attends à quoi comme série? Parce qu'ils sont grands, sont gros et ils frappent solide. Là. Ouais, je pense que ça va être une super de bonne série. Je pense qu'on va avoir du fun à jouer ces games-là, puis ça va être du travail au hockey, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui est le plus important dès le match numéro 1 demain à notre antenne ici à TVA Sport pour vous autres, Joe? Je pense que c'est juste jouer notre game. On a joué toute la saison d'une façon, puis c'est de reproduire ça le plus souvent possible, puis de croire en nous, ça c'est sûr. Jonathan Spiro de Mascouche, Québec, 26 ans seulement, avec 3 buts, 13 points, donc 10 mentions d'aide en 61 matchs avec les Bruins de Boston en série dès demain contre les Sabres de Buffalo. Tous les matchs ici sur TVA Sport et TVA Sport 2. Joe, merci infiniment et on va suivre ça avec grand intérêt. Bonne série éliminatoire. Profite bien, c'est précieux. Merci beaucoup, j'apprécie. Alors voilà comment on a vu votre vendredi de conversation sportive ici à JC. J'espère que vous êtes bien assis parce que le menu est colossal, voire sensationnel au cours du week-end. Oh, comment c'est ça avec la petite balle ce soir? Ah ouais donc, Yankee Stadium dans le Bronx. Ça commence dans quelques instants. Les Yankees accueillent les Royals de Kansas City alors qu'on s'en va en Arizona où les Diamondbacks attendent les Blue Jays de Toronto, match qui prendra l'antenne dès 21h30. Et puis, à compter de demain, c'est pour vrai. Ça démarre et en trombe. Regardez-moi le travail. 15h, en Caroline, les Hurricanes accueillent les Sénateurs d'Ottawa. 17h30, quelle série ce sera? Quinn Hughes, le Wild du Minnesota, contre Rantanen Johnson et le reste des Stars de Dallas. Et à 20h, wow! La bataille de la Pennsylvanie. Jusqu'où iront les Pingouins de l'empereur Sid the Kid, Geno Malkin, Chris Letang contre les Oranges. Increvable et étonnant Flyers de l'entraîneur-chef Rick Tocchet. Dimanche, dès 15h, l'Avalanche du Colorado et Nathan MacKinnon attendent les Kings de Los Angeles. Et dans son dernier tour de piste, le grand Andrzej Kopitar. 16h30, c'est l'avant-match. 17h45, l'intégrale. Le Canadien, le Lightning depuis Tampa Bay. 19h30, TVA Sport 2, parallèlement. Les Sabres de Buffalo accueillent Pastrnak, le Sway et les Bruins de Boston. Quelle série! Et une autre qu'on ne veut pas manquer. Ça va être du bon hockey de fin de soirée. Le Mammoth de l'Utah, du Bear André Tourigny, qu'on adore, contre John Tortorella, Dominique Ducharme, Jack Eichel, Mitchell Marner et le reste des Golden Knights de Vegas. Vous savez,
La beauté de tout ça, c'est que lundi, dès 17h, on sera tous ensemble pour reprendre la conversation sportive. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de choses à nous raconter. Merci infiniment du privilège que vous nous faites d'être là à chaque jour si fidèlement. Merci à l'équipe, merci à vous. Bonne série à lundi.